Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Equinox, bienvenue sur 10-12, le Zénith. Installez-vous confortablement avec la grande famille jusqu'à 12 heures, vous serez encore servis. Mais surtout, nous tenterons de mieux comprendre le Cameroun d'aujourd'hui, ses réalités et tout ce qui gravite autour de ce pays aujourd'hui. Mais vous dire en même temps que ça bouge énormément dans le sérail aujourd'hui. Qui finalement est à la tête du Cameroun? Qui finalement décide de quoi que ce soit dans ce Cameroun? Qui finalement devrait instruire des injonctions aux différents ministres aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec l'affaire concernant la Covid-19? Qui sont ceux qui ont été impliqués dans, on va dire, les mesures mises en place pour pouvoir éradiquer ou lutter efficacement contre l'évolution de la pandémie au Cameroun? Qui sont ceux des Camerounais, notamment des hauts commis de l'État qui ont versé dans les distractions de fonds? Qui sont ceux-là au final qui ont versé dans, on va dire, la gabegie financière aujourd'hui? Comprendre en même temps cette question, c'est montrer efficacement que le Cameroun bouge avec le Fonds monétaire international qui invite le chef de l'État à à prendre au plus vite justement des initiatives en ce qui concerne le remaniement ministériel. Qui sont les ministres camerounais qui sont en chemin pour Koningui aujourd'hui? Les noms sont connus, ceux-là qui à un moment donné ont été impliqués dans la gestion des fonds Covid-19. Madame, messieurs, tenez-vous prêts, le Cameroun bouge et on en parlera assurément ce matin. Et au-delà bien sûr de ce remaniement très attendu par les Camerounais, où en sommes-nous aujourd'hui avec le stade Paul Biya de Lembe? Selon des indiscrétions, selon des informations bien sûr en notre possession, on nous fait savoir que le stade ne sera pas livré à temps. Qu'est-ce qui peut expliquer que jusqu'à présent le Cameroun soit incapable de livrer au plus vite ce stade au Lembe aujourd'hui? Qui sont ceux qui ont gagné les différents marchés? Qu'est-ce qu'il en est finalement de Pichini ou encore de McGill? Comment comprendre le Cameroun d'aujourd'hui? Madame, monsieur, arrêtez-vous un instant s'il vous plaît, mettez stop de tout ce que vous faites, je vous en prie. On va éplucher le pays ce matin. Charles Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au ministre de l'administration territoriale, monsieur Paul Atangadi. Monsieur le ministre, beaucoup de couples vont en vrille. Beaucoup de familles sont disloquées. Beaucoup de jeunes sont perdus à cause des églises de réveil. Les églises de réveil aujourd'hui sont devenues la gangrène sociale qui détruit désormais l'ensemble des foyers avec des gourous qui se retrouvent à désocialiser littéralement certaines âmes faibles, certaines âmes, n'est-ce pas, victimes de la précarité. Vivement que vous remettiez de l'ordre, parce que le peuple commence à en avoir marre, les maris commencent à être fatigués, les pères, les chefs de famille commencent à être épuisés. Ne soyez pas surpris qu'on se retrouve bientôt dans certains quartiers à des vendettas où les gens vont se lever pour poser des actions. Vivement que vous essayez de revoir, parce que c'est déjà grave. C'est trop grave même dans les quartiers. C'est un homme public, en même temps c'est un homme politique, si on peut le dire, économiste de son état. Il s'appelle M. Essomba. Souvenez-vous, ses propos font le tour de la toile depuis quelques heures déjà ce matin pour avoir décidé et dit ouvertement que Franck Biya n'a pas besoin d'élection pour pouvoir s'imposer au palais d'Etoudi, puisqu'il y est déjà, il connaît le sérail, il va y rester. Attention madame, messieurs, ça fait parler la toile. Le danger n'est peut-être pas loin de nous. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Parler également avec vous ce matin, c'est un plaisir. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent encore le programme ce matin. Et nous sommes heureux de vous retrouver. Dominique Audrey-Engelec, bon vendredi à vous. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. J'ai une préoccupation. Oui. Hier aux environs de 20h, j'étais à un endroit qu'on appelle communément le rond-point Petit Pays. Et à cet endroit précisément, il y a eu une collision entre deux motos. Pourquoi? Simplement parce que cet endroit n'est pas éclairé. Comment un carrefour aussi grand
avec des chemins qui se croisent, peut être dans le noir. Aucune des deux motos, malgré leur phare, n'a vu l'une ou l'autre arriver. Est-ce que c'est de la responsabilité du maire de la ville ou bien du maire de cette communauté-là d'éclairer ce carrefour? On en parle bien sûr, Dominique Audrey. Et puis, c'est un trait. Il y a le maire de la C'est ville grave qui quand même, s'occupe c'est des un grands endroit, axes. c'est Et noir. les maires L'éclairage public. les mairies d'arrondissement s'occupent des voies secondaires. Voilà. alors, en termes d'éclirage public, c'est un sérieux problème dans Oui, à au cet Padoua, là, endroit-là. précisément. Oui, à cet endroit. Je crois Voilà. que c'est un carrefour, c'est tellement grand que le risque d'accident là-bas est quintuplé. Est tellement élevé parce qu'il Oui. faut dire que partant de ces routes, ça dessert plusieurs quartiers. On a Lokbessou, on a Lokpom de ce côté, Markepe également, Bonamou, Sadi. Tous ceux-là sont contraints d'emprunter cet axe, même pour également se retrouver du côté de Bépanda et tout ça, on a besoin de passer par là. C'est quand même curieux de savoir que vraiment il n'y ait pas d'éclairage, qu'on ne se préoccupe pas. Et quand on parle de ce que c'est la responsabilité du maire de la ville, on se demande bien aussi à quel niveau il est avec restituer le trottoir aux piétons. Non, on a demandé bien des envie de sursoirs. savoir. Ils sont en train de- ils On ont- a demandé des sursoirs au Encore projet. une De sursoir ce Parce projet. qu'en le Oui, oui. faisant, forcément, il y aura des voix qui vont se lever. Et Et en le ce pays moment, n'a on pas ne veut besoin pas de ça. déranger la quiétude du chef Donc de on l'État. entame un projet avant de le sursoir, Michel. Ouais, c'est le Cameroun. Mais bon, avant de bien poursuivre, on annonce justement pour le mois de septembre l'organisation d'un congrès concernant l'Union des populations du Cameroun. Dites-nous, quelle est la réelle faction qui organise ce congrès? Celle de l'IPOT? Non, je pense Madame Abiba Issa et Dr Balegel Ouais. qui organisent ce congrès. D'accord, donc on est rassuré cette fois-ci que c'est la sérénité Rassuré, qu'on pourra retrouver non. au cœur de l'UPC, parti historique de ce pays quand même. Non, je pense qu'il faut être clair, il faut dire les choses comme elles sont. Ce ne sont pas les UPCistes qui se battent, c'est le pouvoir qui divise. On a tenté de faire ça avec Kawala, dans le CPP. On a fait avec le Manidem. C'est le pouvoir qui choisit les dirigeants de l'UPC. Et chaque fois que les UPCistes veulent s'unir pour trouver eux-mêmes leurs propres dirigeants, le pouvoir s'interpose et dit non. Pour le cas précis, Ils se laisseront faire cette fois-ci? on ne sait pas, mais je pense que le professeur Bayebek et tout, qui sont dans cette lignée pour qu'on laisse l'UPC tranquille, je pense qu'ils auront gain de cause et ils doivent avoir gain de cause. Encore que cette faction a gagné la première partie du combat contre l'administration territoriale qui avait imposé Paul Lipote. Donc le congrès est prévu pour septembre 2021. Oui, je pense les 11, 12 et 13 septembre 2021 à Yaoundé, semble-t-il. D'accord, merci beaucoup Mouron Bengan, merci à vous madame, monsieur, restez présents. N'oubliez surtout pas, vous allez nous laisser vos réactions en live sur cette antenne à travers le contact qui s'affichera au bas de l'écran au courant de l'émission. Et ceci étant, allez aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous abonner sur la page Equinox TV. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, laissez-nous aussi là-bas vos commentaires. Et vous êtes très nombreux chaque matin à mener le débat avec nous sur cette page. Et croyez-nous, la main sur le cœur, nous en sommes ravis à chaque fois. L'histoire de ce matin vous parlera certainement. Dominique. Rebonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous ramène dans le quotidien d'une jeune femme âgée de 26 ans. Elle raconte que sa relation a commencé il y a 5 ans. Les 3 premières années, elle allait rencontrer son copain, puisqu'il a été affecté dans la région du Nord là-bas. Donc, elle faisait les va-et-vient tous les 2 mois. Elle se rendait de ce côté-là. Donc, il y a 2 ans, ils ont officialisé la relation. Il a épousé et elle allait le rejoindre là-bas. La jeune dame dit que depuis qu'elle s'est mariée, c'est un peu... la première année, c'était cool, c'était bien. Sur tous les plans, tout allait. Sauf qu'un an après, son mari est devenu addict aux choses d'adultes. Ça devient un peu insupportable pour elle. Vous parlez de quoi? Parce que là, je Quoi, comprends chose pas. d'adulte? Il y a Vous l'addiction. savez que non, l'intimité. voilà, vous savez qu'il y a des D'accord. enfants qui sont en congé, donc on va un peu coder les mots. Donc depuis 1 an après, c'est surprenant, 1 an après le mariage, ça a commencé à vaciller parce qu'elle dit qu'entre son commerce, l'église et son mari, c'est un peu difficile. Elle n'a même pas encore fini d'être... Le commerce et l'église, hein. Son commerce, aller à l'église et s'occuper de son mari, ce n'est pas évident. Elle n'a même pas encore fini de se remettre de la foi d'avant qui lui a déjà sauté dessus. Elle estime que celui-ci est en train de l'étouffer. Il la harcèle. C'est un prédateur sexuel, c'est ça?
Bon, je ne sais pas si ça se dit entre mari et... Attention à vos mots, s'il vous plaît. On ne peut pas dire que c'est entre mariés, on parle de prédation. Et à ça, elle ne sait pas. Peut-être c'est lié au film érotique qu'il regarde constamment. Certainement, ça a un impact. Elle a essayé de lui dire que vraiment, mon père, diminue un peu le rythme et tout. Je suis épuisée, je suis fatiguée. On ne peut pas le faire comme ça tout le temps. Il lui a dit que vraiment, je te comprends, mais si on ne le fait pas, je vais être malade. Donc, il faut qu'on le fasse comme ça. Je veux que tu me comprennes aussi. La question que la dame pose est de savoir comment les satisfaire tous les deux. Elle, qui a besoin qu'on baisse le rythme, et son mari, lui, qui veut maintenir, peut-être augmenter le rythme. Est-ce que ces films pour adultes ont un impact peut avoir un impact négatif dans la vie de couple, et est-ce qu'avec ça, il n'y aura pas un déphasage, un problème, parce qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir tenir sur 10 ans. Très bien. Comme ça, à ce rythme. Enfin, c'est une question de régime. Le régime, oui. On va dire le régime, comment gérer justement ce régime-là, afin que chacun puisse se retrouver. Mais surtout, que chacun soit satisfait, c'est important. Tout à fait. Voilà, et on en parle. Certainement, vous aussi, vous vivez ces réalités dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers en même temps. Comment parvenez-vous, madame, monsieur, à gérer bien sûr le régime? On dit justement, en ce qui concerne le partage de ce que vous avez de mielleux entre conjoints. Comment parvenez-vous justement à donner du plaisir à l'autre sans pour autant frustrer l'autre? Mais cette femme dit quand même qu'elle a un souci entre ses activités, que ce soit spirituel, son commerce et également la gestion de sa famille, mais surtout l'occupation, le temps qu'elle a accordé à son époux. Comment gérer le régime? Vous avez certainement une réponse, on vous lira tout à l'heure. Je vous la pose également. Comment peut-on gérer le régime? Donc Dominique Audrey d'abord. C'est important. Carole. Comment peut-on gérer le régime? Qu'est-ce que vous lui dites à cette femme précisément? Qu'est-ce que vous mettez dans le régime? Dans le régime? Je veux comprendre. Comment gérer le calendrier? C'est mieux? Bon, c'est connu quand même, non? Comment gérer le régime? Bon, il faut aussi parler en français. Comment permettre aussi, justement à ce que le couple puisse avoir sa satisfaction, son plaisir, si vous voulez, entre guillemets, charnel, sans que l'un ne soit gêné par les demandes excessives de l'autre. Voilà. Mais là, c'est le cas justement d'une femme qui se plaint. Les assauts, oui. Voilà. On pourrait aisément sortir de l'histoire de ce matin, parce que la consommation des films érotiques aujourd'hui touche également les plus jeunes. Vous savez que lorsque les jeunes garçons entrent dans l'âge de la puberté, ils sont très enclins à regarder ce genre de choses. Et aujourd'hui, dans nos lycées, ils vont plus loin que regarder, ils se lancent dans la pratique également. Il faudrait dire que la consommation de ces films-là a une tendance à pousser généralement à l'acte. Vous me permettez, elle vous a fait le rapport selon lequel elle aurait constaté que celui-ci était il est accro de ces films-là. D'accord, merci. Bon, les détails, c'est que dans le Donc c'est le film qui serait bien a... sûr à l'origine de son certainement, désir permanent. Certainement, ça provoque, ça touche à la sensibilité du monsieur qui a une manifestation justement, qui se manifeste, son corps réagit normalement, et conséquence, il doit assouvir ce besoin libidinal qui se présente là, et avec qui le faire, forcément sa femme. Sauf que il ne se rend pas compte qu'il est en train de mettre à mal son foyer, parce que sa femme, bien qu'elle l'aime, bien qu'il soit un homme bien et tout, la voir constamment comme ça dans son dos encore et encore et encore, ça finit par dégoûter. Bien sûr, Pembombo, il veut finir son corps. Il veut la finir. Elle va 2 ans de mariage, elle veut déjà fuir. Pour ça, je crois qu'elle lui a parlé, mais il ne veut pas comprendre. Elle doit le sevrer. Elle doit le sevrer de la façon la plus brutale. Oui, madame, dormez avec les jeans. Doublez les jeans. Il va même s'épuiser à vouloir s'enlever. Doubler les jeans. Mais plus sérieusement, la consommation... Vous êtes sérieuse, là? Oui, très. Vous êtes sérieuse? Aussi sérieuse qu'une crise cardiaque, oui. La consommation de ces films pour adultes est nocive. Elle est nocive dans le couple parce que d'abord, un personnage, un homme qui regarde ces films met en mal la confiance que la femme peut avoir. Si vous avez un mari à la maison qui regarde ces films-là, lorsqu'on est une femme, on a tendance à se dire... Ça veut dire que je ne suis pas assez bien pour pouvoir provoquer une réaction chez lui. Ça veut dire qu'il a besoin d'aller de ce côté-là pour pouvoir venir achever chez moi. Et c'est mal. Donc, madame, commencez par supprimer cela de son téléphone. Ayez une conversation, bien sûr. Si c'est votre mari, vous pouvez toucher son téléphone aisément. Vraiment, il n'a rien à cacher. Donc,
ayez une conversation sérieuse avec votre mari et dites-lui, mon cher, ça ne peut pas se passer comme ça. À un moment... On lui dit comment? On lui dit en disant, mon cher, ça ne peut pas se passer comme ça. Non, je suis Elle dit qu'au lieu de négocier. Négocier comment? Puisqu'elle a déjà essayé de négocier, il dit que s'il ne fait pas, il va être malade. C'est difficile. À un moment, je crois que cet acte en lui-même, c'est un acte d'amour, Michel. Pour qui? Pour les deux. On ne doit pas le faire par contrainte. Lorsque vous avez votre partenaire qui le fait simplement parce qu'il faut remplir une formalité, ça n'a plus de sens. Ça perd tout son sens. C'est une conjugaison de deux, c'est une symbiose. En fait, c'est quelque chose de tellement bien qu'on ne peut pas le faire pour se débarrasser de l'autre. C'est vrai que la femme peut le faire sans rien éprouver, sans rien ressentir, sans rien désirer. Elle peut simplement être là comme ça, un bois blanc, et ça passe. Mais maintenant, ce n'est pas ce qui doit être prôné. Frôlez bien d'autres seuils, justement, ce matin. Oui. Mais si nous restions Donc, sur le problème en lui-même. Oui, le problème, c'est que... Parce que fondamentalement, nous demandons comment gérer le régime. D'accord. Si qu'elle dise à son mari, on réduit. S'il veut le faire, s'il veut manger du haricot 5 fois par jour, ou bien 5 fois par semaine, ou bien 3 fois dans la journée, tu lui dis non, mon beau. Même si tu as doté, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. D'accord. Donc on réduit, vous trouvez les occasions pour le fuir. C'est simplement à ça qu'elle sera réduite. Et maintenant, rapprochez-vous de votre pasteur, madame. Peut-être il faut, avec votre mari, essayer de prier. Vous savez qu'à l'église, on peut avoir certains démons. Oui, on m'a présenté un vidéogramme d'une femme qui avait un démon sexuel. Donc peut-être ça peut être présent dans votre foyer. Dominique, poursuivez, je vous en prie. Donc peut-être ça peut être le facteur. Bon. S'il vous plaît, concentrez-vous, vous parlez aux téléspectateurs. Vous parlez aux téléspectateurs, hein, ok? Donc, oui, voilà. Oui. Donc essayez de vous rapprocher de votre prêtre, de votre pasteur, de votre imam, pour les personnes qui peuvent être concernées de n'importe quelle obédience. Pour essayer de voir, il faudrait qu'une personne au-dessus puisse essayer de vous... Ok, si vous voulez alors, essayer de gérer cette situation de façon spirituelle, parce que il peut avoir une main maléfique derrière. Bon, Bengan Kanji, est-ce qu'il peut avoir une gestion évidente, je vais dire, comment réguler cette question-là pour les deux? Comment réguler pour ne pas mettre l'un ou l'autre en mal? Non, la femme doit chercher une co-épouse, c'est tout. C'est la solution? Oui, mais absolument. Elle veut rendre son mari heureux. Ouais. Et conserver le couple, il y a quoi? C'est pas quelque chose qui dure 10 minutes. Tu dis non chérie, c'est vrai, je viens d'arriver ici et je ne peux pas supporter. Bon, donne-moi 2-3 mois, je trouve une co-épouse qui va m'aider. Encore qu'elle est prise à l'église. Donc elle reste à l'église, peut-être elle ira vite au ciel. Là, elle va confier sa maison à une autre femme. Est-ce que c'est des questions justement que vous, je veux dire africains, vous qui êtes autorité traditionnelle, vous les abordez avec des personnes qui viennent vous rencontrer pour la préparation au mariage? Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Justement, dans le mariage, c'est ça qu'on doute. Ouais. Il est hors de question qu'à partir de 20h, votre femme soit encore en jean. Elle fait quoi en jean quand elle rentre chez elle? C'est une provocation terrible. À partir de 20h, elle doit déjà avoir fait sa toilette intime et rester dans une disposition telle que vous pouvez la prendre à tout moment. Ouais. Donc, c'est ce que vous dites justement à ceux qui viennent pour des conseils. Absolument. Mais quand vous entendez parler de dot, la fille dit je ne partage pas. Quand la femme te dit je ne partage pas, elle ne partage pas quoi? Quelquefois, elle a des femmes de ménage à la maison et tout. La femme de ménage peut même faire la nourriture à son mari. Mais qu'est-ce qu'elle ne peut pas partager? Et justement, c'est ça. Mais celle-ci dit à son mari, hey, cher ami, on va faire un calendrier tous les 6 mois, c'est 2 fois. Donc, voilà, 1 fois par trimestre. Ça veut dire qu'on a doté quoi alors? Donc vous validez, vous validez l'approche de cet homme qui... Puisqu'elle reste là comme une femme de ménage. Oui, mais vous validez l'approche de cet homme qui semble être, on va dire, insatiable. Parce que si en longueur de journée, vous ne laissez pas de temps à votre conjointe quand même,
on est quand même en même de se poser des questions. Est-ce qu'il ne serait pas psychologiquement atteint? Et l'homme ou la femme? L'homme. Mais l'homme, justement, il veut quelqu'un pour, j'allais dire, satisfaire, pour consolider le couple et pérenniser la descendance. Et la femme n'est pas prête pour ça. Elle vient donc faire quoi au mariage? Elle vient faire quoi dans un mariage? Et là-bas où elle était dans sa famille, on ne lui a pas appris les règles du mariage. Non, entre nous, vous abandonnez votre mari, vous dites non, ce n'est pas possible. Moi, je pense que comme ils sont dans le Grand Nord, un imam serait mieux qu'un prêtre ou un pasteur. Un imam comme ça va les conseiller et va permettre en sorte que l'homme ait une deuxième épouse, peut-être même une troisième. Voilà, puisqu'ils s'aiment. C'est ça l'harmonie du couple. Il faut l'harmonie de la maison. C'est ça quand on vous dit la femme oxygène la maison. D'abord, elle ne sourit plus. Elle n'est même plus prête à peut-être à se lancer, à faire des bons mains. Donc la maison devient du CO2 partout. Ouais. Donc il n'y a plus d'oxygène à la maison. Donc en fait la maison devient invivable. Pour que la maison soit donc vivable, il faut que la femme elle-même explore des pistes. Et puisque c'est leur intimité, il faut donc qu'elle partage enfin son intimité, qu'elle consente que cette fois-ci, ça ne peut pas. Parce que vous avez posé la question, oui, nous rencontrons ça. Nous rencontrons également des situations où c'est l'homme qui est faible. Et ça, c'est même récurrent. Aujourd'hui, je rencontre plus souvent les jeunes garçons de 34 ans qui ne peuvent pas entretenir un couple. Je dis, mais ce n'est pas possible. Parce qu'elles sont dans les alcools, elles sont dans des choses histoires où la jeune femme, elle est là, elle attend, et son mari ne fait que dormir. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il faut trouver des solutions. Oui, alors, tout à fait. Alors, je voudrais justement, Isabelle Carole Zoupé, puisque très souvent, pour ceux qui ont la chance de célébrer, on va dire, leur union dans les mairies, on entend très souvent les mères célébrant dire au couple, c'est une contrainte, c'est une obligation de consommer le mariage. Quand vous ne le consommez pas, vous êtes astreint à une poursuite judiciaire. La femme peut se plaindre comme l'homme peut se plaindre. On a d'ailleurs vu un autre cas récemment pour une actualité qui a fait parler plus d'un au niveau de l'Europe, où justement la femme, l'homme s'est plaint que la femme ne lui donnait pas l'occasion justement de se servir. Alors, la consommation du mariage, est-ce qu'on peut réguler cela? Vous, quand même, qui avez un peu d'expérience, racontez-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le juste milieu pour les deux? Alors, je crois que par rapport à l'intimité dans le couple, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Ouais. Et s'il faut parler du cas de cette dame, il faut essayer de comprendre pourquoi ces plaintes. Parce que se plaindre de l'intimité ou encore de la récurrence de cet acte peut aussi poser le problème de la monotonie. La monotonie. Je m'explique. Il y a beaucoup de foyers dans lesquels les femmes souffrent aujourd'hui parce que monsieur est coincé dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on a une relation sexuelle qui n'est pas aérée. On a une relation sexuelle qui n'est pas agitée, qui n'est pas mouvementée et qui n'est pas justement... qu'on ne pimente pas de temps en temps. Il n'y a pas d'innovation. On n'innove pas. Ouais. C'est tous les jours vraiment les mêmes phrases, les mêmes mots, au même endroit, au même moment, à la même heure. Ouais. Et les femmes ont une certaine sensibilité et à un moment donné, on se lasse. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je crois qu'elle n'est pas en train... Mais dans l'histoire de ce matin, je crois qu'elle n'est pas en train de se plaindre. Quand elle parle de la fréquence, en fait, c'est juste pour dire à monsieur, vraiment, écoute, tu me fatigues. En fait, ce qui se passe... Elle n'est pas d'accord de la façon avec laquelle ce rapport sexuel est entretenu. C'est de ça qu'il est question. Michel Ngacho, on adore. Non, mais Isabelle, si vous permettez, justement dans le mariage, je pense que toutes les filles qui vont en mariage savent que c'est matin, midi et soir. Donc on peut négocier dans matin, midi et soir, on enlève peut-être midi. On dit matin et soir. Là, la femme peut négocier, mais le reste du temps, vous faites non, pas. Je dis ceci. Je n'ai pas de problème. Elle n'est pas au niveau de la fréquence. Au niveau de la fréquence. Ouais, si la dame se plaint, c'est parce qu'elle est fatiguée du même décor tout le temps. La redondance, et il faut que les hommes apprennent à le savoir. Oui, il y a des hommes, s'il n'y a pas de lit dans une maison, il sera incapable de passer à l'acte. Ça, il faut le dire. Donc, on va aller dans les chantiers, abandonner. Permettez. Au cimetière, comme hier. Permettez. Elle évolue dans vraiment, innover. Tout ce qui est bien ne peut déplaire à personne.
Vous ne pouvez pas prendre plaisir à faire quelque chose et dire que non, vous ne voulez pas cette chose, c'est impossible. On ne peut pas vous servir un meilleur plat que vous aimez ou que vous ne voulez pas. Donc cette femme ne peut pas dire que non, elle ne veut plus faire les rapports sexuels, vraiment c'est trop élevé le risque et tout ce qui va avec. Non, il y a un problème de fond. Et moi je crois que le problème de fond c'est ça, c'est-à-dire que monsieur qui est crispé, qui est grippé dans le cerveau, qui vraiment ne peut pas prendre le soin de pouvoir de temps en temps aussi vraiment améliorer cela. Vous tentez de nous faire savoir justement que la femme n'a pas de Oui, ce que je veux tenter de faire comprendre, comprendre, c'est qu'il faut que les hommes sachent que ce n'est pas seulement dans une chambre qu'on peut faire un rapport sexuel. Ouais. Oui, ça il faut le savoir, surtout quand on est en couple, parce que ça devient bien plus compliqué parce que vous voyez la même personne tous les jours, vous entretenez certaines intimités, c'est tout le temps le même décor. Mais c'est la femme qui a hier ça, Isabelle Carole, et de dire, bon, pardon, suis-moi dans la cuisine. C'est la femme. Elle n'a pas besoin de dire à l'homme suivant c'est elle. Ou dans telle autre pièce. Une maison n'est pas faite que de chambres. Vraiment, excusez-moi. Donc on peut prendre ce choix de pouvoir innover dans ce sens. On peut également amener sa femme de temps en temps aussi ailleurs. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir d'aérer une relation. Ça fait plaisir d'aérer l'intimité. Et croyez-moi, c'est pas toujours comme s'il fallait 100 000 ou 200 000 ou 400 000 pour faire cela. Oh que non, vraiment on peut aussi se faire plaisir dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Aller à la plage, prendre un petit moment dans une chambre d'hôtel ailleurs, sortir de votre quartier, aller loin. Écoutez, mais sincèrement, vous dites que la fréquence ne pose pas de problème. Ces dernières estiment... Moi je dis ceci, la fréquence ne pose pas de problème quand l'acte à lui-même est bien posé. Très bien, on vous a bien compris là-dessus. Charles Bachou. D'un coup, la fréquence ne pose pas un problème. D'un autre coup, c'est peut-être, on va dire, les mauvaises habitudes qui amèneraient cette femme à se plaindre aujourd'hui. Alors, l'objectif dans ce débat, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour réguler cette fréquence et que personne ne puisse se plaindre? Parce qu'ils sont très nombreux. Qu'on dise à la femme d'abandonner le petit gigolo qui est en train de la draguer en ce moment, et avec qui certainement elle s'envoie en l'air pour partager, M. Michel Ngachou, les séquences et les fréquences avec son mari. Parce que vous ne pouvez pas être avec une femme avec qui vous faites crac, crac, boum, boum, de lundi à vendredi. Qu'un matin, elle se souvient, M. Michel Ngachou, qu'il faudra arrêter. Forcément, il y a un petit garçon et un jeune qui a proposé autre chose de mieux. Est-ce qu'on doit voir l'infidélité? Hier, vous avez vu l'infidélité. Par exemple, de ce monsieur qui refusait de prendre sa femme à son service, vous avez dit, il cache des choses, c'est un monsieur. Aujourd'hui, vous dites qu'on doit voir les filles. Mais elle se plaint. Vous avez Monsieur Michel Ngachou, chez les Bambara, chez les Sénoufo, les Agni, les Dan et les Sérères au Sénégal, bref, toute la côte ouest africaine, il est dit à la jeune fille qui va en mariage que tu peux manquer de coiffure. Tu peux manquer d'habits, tu peux manquer même de ration, mais pas de sexe. Pas de sexe, c'est la première chose. Et le premier cadeau qu'on offre en signe de dot, c'est un cache-sexe en forme triangulaire avec de longues cordes qu'on donne à la femme, en lui disant, rassure-toi qu'un moment viendra où ton mari ne s'intéressera plus à toi. Ce jour, rappelle-toi et cache parce qu'il aura d'autres visées ailleurs. Mais si tu es sage, négocie en allant chercher la coépouse de ton mari afin que cette période, ta coépouse, afin que cette période n'arrive jamais. Raison pour laquelle en Afrique de l'Ouest, lorsque la femme peut prendre, lorsqu'elle se rend compte de que son mari ne tient pas, M. Michel Ngachou, elle se retrouve à prendre et aller chercher elle-même la fille. Une fille qu'elle va contrôler au village, elle lui remet en disant, tu peux venir désormais prendre ma place. C'est très important que les jeunes femmes sachent. En tant que coépouse? Oui, M. Michel Ngachou. C'est comme ça que ça se passe. Dans l'Afrique, ce n'est pas l'homme qui cherche la femme. C'est la femme qui part chercher sa coépouse. En Afrique de l'Ouest. Et chez les Bantous, c'est comme ça. C'est la femme, à un moment donné, l'homme dit à sa femme, s'il te plaît, je ne parviens plus à m'appuyer sur toi. Cherche une jeune échelle sur laquelle je vais m'appuyer et la femme va chercher. Donc, M. Michel Ngachou, la jeune fille qui part en mariage chez les Bantous, on lui dit ceci. Tant que ton mari ne t'a pas touché, porte le pain. Mais dès que ton mari t'a touché, attache la serviette. Ça, c'est des codes, M. Michel Ngachou. Lorsque vous voyez une femme sortir de la chambre en serviette, elle donne des signes que, eh oui, je sors du Nirvana.
Lorsqu'elle attache le pagne, elle est en train de dire qu'il ne fait encore rien. Il ne me regarde même pas, monsieur Michel Gatou. C'est le signe. Et vous avez souvent vu, vous savez, les mamans, lorsque la maman sort, elle avec la serviette. C'est le signe que ça a été. Lorsqu'elle tourne avec le pain, elle se dit, monsieur, je suis prêt, je n'attends que toi. On dit à la jeune fille que lorsque ton mari entre, le soir qu'il a pris son bain, trouve-le dans la chambre et pose-lui la simple question, chérie, as-tu encore besoin de moi? S'il dit oui, eh bien satisfais ses désirs avant de ressortir, monsieur Michel Gatou. C'est ce qu'on dit à la jeune fille. On dit à la jeune fille que si tu veux que ton mari t'aime, écrase le piment de ton mari avec 100 slip. Parce que le bon piment, on le fait sans slip, ça ajoute une saveur au piment. Ça, c'est ce qu'on dit à la jeune fille. C'est le rapport. Elle a 26 ans. Elle a 26 ans, elle est dégoûtée. On dit à la jeune fille que si tu veux séduire ton mari, ne commence à balayer le sol que lorsque ton mari est assis. Courbe-toi qu'il voit tes formes généreuses. Pour tout cela tourne tout autour de la stimulation du désir. Prépare des repas qui vont entretenir la virilité de ton mari. On enseigne à la cuisine. Mais monsieur Michel Gatou, vous donnez peut-être l'impression que je suis perdu. Je suis pas perdu parce qu'on regarde l'enseignement en même temps. Prépare. La jeune fille, on lui dit pendant qu'on prépare le mot, telle école, ce que tu vas ajouter va réveiller la virilité. Pendant que tu prépares le cuit, telle écorce. Alors vous faites tout ça pourquoi? Pourquoi les hommes regardent le Vous faites tout ça pourquoi, monsieur Michel Gatou? Vous faites tout cela parce que vous devez entretenir. Il n'y a pas de moment pour le sexe comme ce que j'entends chez les occidentalisés. Mon propre cousin s'est séparé de sa femme parce qu'ils sont arrivés au village. Il a dit à sa femme, je veux faire vibrer le bananier. La femme dit, hey, tu es déjà entré dans les choses qu'on raconte là dehors. Elle a pris le téléphone pour appeler son pasteur. Le pasteur dit que c'est les affaires des sectes. Vous voyez bien jusqu'à quel niveau on se retrouve, monsieur Michel Gatou. Aujourd'hui, c'est des pasteurs et des prêtres qui contrôlent la sexualité de certains foyers. Et pourtant, les prêtres ne sont pas censés être mariés. Ils connaissent même quoi du mariage. Ils vivent le mariage. Non, j'estime donc, monsieur Michel Gatou, que c'est vous qui les avez introduits dans le débat. Donc, j'estime, monsieur Michel Gatou, qu'une femme qui est mariée, 26 ans, à 26 ans, elle est encore toute fraîche. Elle a été à l'école du mariage. Elle sait qu'elle doit se tourner. Comment amener son homme à se détourner des films érotiques dont il semble être accro aujourd'hui? Monsieur Michel Gatou, la seule façon d'amener un homme, je vous dis, quand vous roulez avec le véhicule et avec votre femme, au lieu que la femme vous aide, elle soit votre copilote pour éviter que vous ne fassiez un accident, elle contrôle vos yeux. Ouais. Si vous roulez doucement devant une femme qui est sur la moto et qui a le string, elle vous guette. Avant que vous ne l'ayez traversé, elle va soulever sur non, permettez-moi. C'est à la femme d'entrer dans le plaisir de l'homme. C'est la femme qui stimule l'homme. C'est la femme qui dit à l'homme, non, aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, on va prendre. Elle amène l'homme. Chaque femme connaît son mari, monsieur. Mais Isabelle Carole pense au contraire, que c'est l'homme qui devrait amener la femme justement à se refaire, quand monsieur même, Michel, à se muter. Monsieur Michel Gatou, la personne la plus monsieur avertie. Michel, et puis la question de la fréquence ne se poserait pas. Non, monsieur Michel, c'est les mutations qu'il faut apporter. Les hommes sont essentiellement vicieux. C'est-à-dire les hommes sont vicieux sur tous les plans. Vous pouvez vous rendre compte qu'un homme peut mal introduire une volonté ou un désir qui va être très mal interprété par la femme, qui aussitôt après va appeler son pasteur, son guide spirituel, sa cousine, sa tante pour lui dire que il a dit qu'il veut comme ça. Là. Tu trouves ça normal? On va commencer à fouiller sur Internet, vous scannez sur tous les femmes, appeler tous les marabouts pour être sûr que vous êtes lucide. C'est la femme qui doit stimuler, c'est la femme qui doit amener. Bien au contraire, quand la femme le fait, on trouvera vite que non, va là où on t'a fait telle ou telle autre chose, ne viens pas demander ça ici. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que la femme préfère s'abstenir de demander un certain nombre de choses à monsieur parce qu'elle estime que c'est lui qui doit apporter tout ce qu'il veut innover. Parce que quand elle va essayer de dire chérie, écoute, c'est mieux ici et pas là-bas, il lui dira chérie, écoute, tu es passé par où? Est-ce que c'est pas l'occasion, je te demande de temps en temps demander à sa femme, mais quel serait bien sûr ton fantasme? Mais ça pourrait peut-être changer des choses. Justement, c'est pour ça que je dis, il y a un réel problème de communication. Mais celle-ci est fermée. Déjà la fréquence, elle ne peut pas se plaindre. Une femme ne peut pas se plaindre de ce qu'elle soit fatiguée, que voilà, monsieur passe à là. Parce que je dis, c'est les deux personnes qui prennent plaisir à le faire. Ça peut être 1000 fois par jour.
Du moment où les deux sont consentants, ça ne pose aucun problème. Celle-ci ne veut même Elle pas. est C'est donc fatiguée. si c'est par rapport aux ben, c'est positions, ça. c'est elle qui doit donc diversifier Non, les moi, je crois positions qu'il si y a elle un veut. problème, peut-être qu'il ne- Voilà. il y a un Merci. homme peut-être là-dessus. Non, il y a un pasteur qui l'embête. Il Non, l'embête. il Merci. le faut, il fait rien dedans. Merci, vous êtes très nombreux, madame, monsieur, à nous laisser des commentaires. On vous renvoie bien évidemment tout à l'heure le message, je vous dis le numéro et qui va s'afficher au bas de l'écran. Laissez-nous vos commentaires, vos appréciations, on vous lira tout à l'heure. Et tout de suite, cher Lamel, je vous en prie, Non, mais je suis déjà- on remarque une pause, c'est très important. Et puis là, on sait que ça peut faire effet colère. Parlant de colère, c'est tout de suite avec Charlamagne Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la lutte contre les discours haineux dans ce pays. Comment comprendre les discours haineux entretenus, huilés, graissés dans ce pays, lorsque toute une loi portant sur l'autochtonie dans la Constitution consacre, entre guillemets, de mauvaises choses, notamment l'exclusion. Comment comprendre le non-respect de la loi de 2019 venue corriger celle de 2016 en son article 241 nouveau intitulé « Outrage à la tribu ou à l'ethnie » qui dispose qu'est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans, d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA, celui qui par quelque moyen que ce soit tient des discours de haine ou procède à l'incitation des violences contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. Qui dira qu'il n'a pas encore été témoin d'une publication à caractère tribal, violent ou haineux sur les plateformes numériques, alors que l'article 267 du Code pénal camerounais condamne d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 10 000 à 20 millions de francs CFA toute personne qui publiquement fait l'apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, destruction, vol ainsi que des crimes ou délits d'atteinte à la sûreté de l'État. Les contenus des réseaux sociaux, les contenus des réseaux de communication du public en ligne continuent d'être inondés impunément selon toute vraisemblance de contenus d'apologie de la haine, du crime ou du terrorisme. Taliban, Tontina, Cabro, Sadina et j'en passe. Comment comprendre les nouveaux champs de discours haineux? À parcourir la toile camerounaise, nous avons un lexique qui surprend nos voisins de l'Afrique centrale, tellement le discours est extrêmement violent. Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram et j'en passe sont les lieux par excellence où des individus s'insultent. Des personnalités, entre guillemets, dites publiques, des barons, entre guillemets, de ce régime, n'ont plus froid aux yeux pour mépriser, insulter, agresser verbalement, et il faut le dire, certaines personnes. N'oublions pas les voices qui circulent actuellement sur la toile où des individus ne se cachent plus. Certains vont jusqu'à dire qu'ils ont l'onction, ils travaillent pour des cabinets noirs. Qui en est le maître de ces cabinets noirs? La question, je vous la pose. Comment comprendre que ces discours soient en train d'atteindre les universités, temples connus et reconnus du savoir dans notre société? C'est dans une chaîne de télévision où un
une éminente personnalité, autant pour moi, universitaire reconnu, ne s'est pas gêné pour dire à un albino sur le plateau, tu es un guenguerou. L'antique n'a-t-elle pas pris connaissance ou conscience de cela? Le CNC n'a-t-il pas vu? Ou encore la commission pour le multiculturalisme n'ont-ils pas prêté une attention? Chaque jour sur les plateaux de télévision, on emploie des expressions aussi violentes les unes que les autres, entretenant des discours haineux. Combien de fois n'a-t-on pas appris ou suivi un sous-préfet tenir des propos discourtois vis-à-vis d'une ethnie? A-t-on réagi? Comment comprendre que le quotidien des Camerounais soit noyé dans la haine? Sur les réseaux sociaux, des personnes n'ont aucun scrupule à insulter, calomnier, indexer des groupes sociaux, ethniques ou politiques, n'hésitant pas à menacer ou appeler à la violence envers ces derniers. Même le respect des simples personnes âgées aujourd'hui sont foulés aux pieds. Rappelons-nous qu'il n'y a pas longtemps, c'est tout un secrétaire national de la communication qui avait été suspendu. Oui, secrétaire d'un parti. Pourquoi les autres partis n'en font pas autant? Alors qu'à longueur de journée, ça ne cesse de déverser la bile sur les réseaux sociaux où tout le monde passe, enfants, jeunes et vieux. Ce qui se passe à l'aide anodin, pourtant les conséquences peuvent être dramatiques. La haine exprimée sur les réseaux sociaux n'y reste pas. Elle se propage forcément dans la vie réelle. Comment comprendre ces individus et ces pages qui en ont d'ailleurs fait leur activité principale sur Facebook, se réclamant pourtant républicains et patriotiques? On a vu des gens brandir des machettes. Ces images font le tour. On a vu des gens prendre sur eux de dire un ensemble de choses en disant « je suis protégé ». Voilà comment on vit dans ce pays. Comment comprendre le mauvais encadrement de cette loi dans la détermination des caractères à injures haineuses, tribales, car cela pourrait aller dans tous les sens. Comment comprendre par exemple que certains documents administratifs continuent dans la composition des dossiers de porter la mention de la province d'origine, continuant la stigmatisation des candidats. On devrait enlever ça, province d'origine. Vous êtes Camerounais, un point c'est tout. Que dire de l'équilibre régional, véritable obstacle au développement? Le Cameroun continue de faire face au regain de tribalisme, marqué par un discours de plus en plus ethnique et un repli identitaire sur les réseaux sociaux. C'est trop grave. L'environnement sociopolitique au Cameroun s'est profondément altéré depuis la tenue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Les discours haineux grimpent et atteindront bientôt le pic dans ce pays. Certains laissent croire qu'ils le font pour défendre leurs leaders et d'autres qui parfois se réclament intellectuels convoquent le patriotisme pour justifier de tels comportements. Pourtant, en réalité, rien ne peut permettre de justifier pareille attitude à la limite criminelle et dangereuse, car les auteurs surfent sur des éléments susceptibles de déboucher sur leur autodestruction et de faire exploser, voire de faire disparaître la société tout entière. Quand on imagine que certains ont obtenu des promotions dans ce pays, rien qu'à faire et à tenir des discours haineux, vous connaissez les noms de ces personnes qui ont eu à avoir des promotions dans ce pays juste parce qu'ils ont tenu des propos. Ils ont été, dit-on, encouragés à insulter. Touchante du patriotisme qui surfe sur le tribalisme et la haine de l'autre n'est qu'un acteur de cirque, car le patriotisme sans amour du prochain est impossible. Quel était donc le but de la campagne nationale organisée par la commission Moussonguer au vu de la lutte contre les discours haineux dans ce pays? Elle a coûté combien en termes de millions? A-t-elle atteint sa cible? Parce que hier encore, sur la toile, qu'est-ce qu'on n'a pas vu après cet accident de certains militants aller saluer leurs amis politiques là-bas à Yoko? Qu'est-ce qu'on n'a pas lu sur la toile? Cette commission travaille-t-elle? Pourquoi dépenser l'argent de la République pour une campagne dont même les quartiers de Douala n'ont pas senti, n'ont pas vu? On fait cette campagne où? Comment?
Comment comprendre qu'au Cameroun, les sujets d'actualité politique, sportive ou culturelle vivent très souvent aux insultes et au dénigrement de certains groupes ethniques? Comment comprendre que les messages envoyés par les politiciens sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux n'ont qu'une seule motivation, un seul objectif, celui de faire mal, de détruire l'autre dans son identité propre? Réussira-t-on à vaincre les discours haineux? La question, je vous la pose. Charlemagne Bathiou, justement, ce matin, j'aurais pu vous le dire de façon ouverte, j'ai pas d'argent, mais je vous dois une caisse de vin. Merci. Je prends. C'est incroyable ce que vous venez de nous faire ce matin, parce que ce qu'on vit au Cameroun, avec, on va dire, la promotion du tribalisme est incompréhensible. On le sait, on s'en souvient encore de les élections présidentielles de 2018, lors du contentieux post-électoral. On sait justement les propos tenus par le professeur Maurice Kamto, lorsqu'il posait bien sûr des questions, on va dire, au président de ce conseil, de ce conseil constitutionnel, qui a amené d'autres pontes du régime dans la salle à y trouver l'occasion pour faire la promotion du tribalisme. Je reviens encore sur un document qui a fuité sur les réseaux sociaux, qui portait bien sûr l'entête du RDPC, le parti de la Flamme et tout ce qui va avec, qui a été démenti par la suite par le professeur Jean-Famille Ndongo, comme quoi c'était un fake. Mais on le sait aujourd'hui, lorsqu'on relit ce document, parce que moi je l'ai encore, point par point, on sait exactement qu'il y a une promotion de conservation du pouvoir par, disons-le de façon ouverte, dans ce document, même s'il y a eu des contestations, tout était clair que c'est bien sûr certains Camerounais qui veulent conserver le pouvoir aujourd'hui. Et puis ce pays. On va plus loin parce que les exemples sont, on va dire, rhétoriques. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer Mbombo Mbengue que dans un pays comme le nôtre, où on sait qu'on est à plus de 250 ethnies, plus même d'ailleurs, qui est ceux qui choisissent en longueur de journée de faire la promotion du tribalisme dans un pays, ont vu et ont su de la justice camerounaise et que ceci ne meuve personne et que personne n'a été interpellé une seule fois pour des propos haineux et tribalistes vis-à-vis des autres Camerounais. Finalement, c'est une complicité, c'est des choses arrangées. On devrait s'accommoder à cela. Non, c'est des choses arrangées par l'administration coloniale française. Et puisque nous avons un pouvoir qui perpétue l'administration coloniale française, on ne fait que entretenir cet état de choses. Voilà ce qui s'est passé, parce que pour le comprendre, il faut revenir à la fin des années 48-49 et début des années 1950. Vous savez, avec les Portugais, les Grecs, c'est eux qui occupaient notamment l'espace commercial du Cameroun et s'étaient répartis un certain nombre de choses. Lorsque vous avez parlé de l'UPC tout à l'heure, ils trouvent donc un pays pratiquement entre les mains des Libanais et des Grecs et des Français qui maîtrisaient l'industrie. Vous avez parlé de Hiro qui est devenu Socapalm, un certain nombre de choses et tout, la régie Fercam, voilà, que les Allemands avaient mis en place et tout. Donc, en fait, on a commencé à entretenir une politique que Ruben Oumniobé dénonce justement, et ça, il faut toujours avoir ça à la mémoire. En 1951 à Kumba, c'était le 14 décembre, il a alerté l'opinion publique camerounaise en ceci que les colonialistes dressent tribu contre tribu en faisant croire aux uns qui sont plus intelligents et aux autres qui sont plus riches et vont dominer le pays. Les uns et les autres croient naïvement à cela et se livrent à des vaines luttes intestines qui aboutissent finalement à la ruine de tous. Et le seul qui profite, c'est le colonisateur. Donc, il dresse chef. Il avait vu ça venir. Oui, je parle du 14 décembre 1951 à Kumba. Il dresse chef contre intellectuels en faisant croire aux uns qu'ils sont les détenteurs de la tradition et que le pouvoir leur revient, et aux autres qui sont comme les Blancs
et que c'est à eux que revient le privilège de la civilisation moderne. Mais les colonialistes ne croient ni au pouvoir du chef, ni à l'intelligence de l'homme dit évolué. Ils cherchent tout simplement à puiser dans la haine de ceux-là le plus de profit et le prolongement de la misère de tous. Ils dressent aussi ouvriers blancs contre ouvriers noirs en faisant croire au premier qu'il est l'homme supérieur et au dernier que son frère de classe, l'ouvrier blanc, est son ennemi. Et c'est de là que provient, croyez-le bien, la campagne anticommuniste qui est copieusement orchestrée. Donc, et voilà un peu ce que vous m'avez dit. Et là, comment Omniobé le 14 décembre, tout à fait, il a dénoncé. Il a dénoncé. Le 14 décembre 51. La question, je la pose. Excusez-moi. Non, si vous permettez, comment les Camerounais étaient donc organisés? Très bien. À ce moment-là, et je vous cite là les noms. Ayant compris que l'environnement, d'abord, on était des indigènes à notre époque-là, ils se sont donc organisés comment? Il se trouve qu'il y a un Camerounais qui a vu que Douala, Yaoundé, la grande ville notamment, les Camerounais ne peuvent pas émerger parce qu'il y avait ici notamment la compagnie française de l'Afrique de l'Ouest, CFAO, le groupe CFAO, et qui appartenait à la Soudanaise. Bon, je ne sais pas si vous avez connu la Soudanaise. Bon, il y a donc un Camerounais qui s'appelait Kit Guillaume. Il réussit à s'installer en Balmayo et se lance dans le commerce du cacao. Il fait donc venir en Balmayo un certain Frédéric Dandou, Wafo Augustin et Victor Fotso. Et l'autre, l'un des Camerounais qui était très fort en mécanique, c'était le grand-père de Bendeka. On l'installe également en Balmayo. Et le menuisier le plus performant, parce qu'on se connaissait entre indigènes, il s'appelait Silas Bassop. Il s'installe donc en Balmayo. Il décide de rivaliser les commerçants grecs, libanais et tout. Il crée les compagnies, à l'époque c'est Citroën, avant les cars Saviem, c'est Citroën qui le dit. Il crée donc des compagnies de transport, notamment, vous n'avez pas connu ces marques, T45, T55. Ils se répartissent donc, par exemple, qui Guillaume dit, il va faire la route Balmayo jusqu'au Grand Nord. Comment rivaliser les gens comme Despotakis? Ici à Douala, il y avait le carrefour que vous appelez Soudanaise, on l'appelait carrefour Persides. Donc ils avaient pris tout. Ils se sont donc commencé comme ça progressivement à prendre du terrain, à gagner du terrain. Et c'est de Balmayo que Fotso Victor, par exemple, vient avec la combinaison de tout. Il réussit à commencer à acheter des bateaux, des cigarettes, ainsi de suite. Gardez la parole, mon Bengal. Madame, Messieurs, c'est votre histoire, c'est notre histoire. Et ce matin, justement, nous avons décidé d'éplucher le Cameroun. Marquons une pause. Retrouvons-nous, puisqu'il faut en parler. S'il vous plaît, restons éveillés. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous, bonjour à tous. Si à l'instant vous prenez bien sûr votre siège et êtes convenablement assis devant votre petit écran Equinox Télévision, nous vous souhaitons bien évidemment la bienvenue et nous saluons les nombreux Africains qui à travers le continent nous regardent chaque matin et tentent tant bien que mal de comprendre les réalités du Cameroun. Nous saluons aussi les nombreux Camerounais qui nous regardent en Occident, aux États-Unis, un peu partout. Ils sont sur la planète et sont de plus en plus rapprochés du pays à travers Internet et bien sûr la page Equinox TV pour ce programme 10-12 au Zénith qui vous donne de mieux comprendre ce que nous appelons le Cameroun dans sa profondeur et dans sa réalité. Nous avons choisi ce matin d'éplucher le pays. On a choisi ce matin de comprendre ce qui empêcherait ce pays d'aller de l'avant. Et dans les éléments évoqués, notamment dans la colère exprimée par Charles Amembattu ce matin, il y a la question des propos haineux qui ont pignon sur rue désormais sur Internet. Pourquoi le ministère de la Justice n'a jamais sanctionné? Pourquoi les nombreuses commissions qui sont censées réguler ces propos sur les réseaux sociaux aujourd'hui ne disaient véritablement rien aux Camerounais? Qu'est-ce qui peut expliquer que l'Antique n'ait jamais pris la peine de dire que voici XY impliqué dans les propos haineux? Comment ne pas comprendre que les magistrats de ce pays s'y mettent véritablement? Comment comprendre en même temps le silence, va-t-on dire complice, entre autres, des pontes du régime, du gouvernement camerounais lui-même, qui semble se plaire dans cette logique?
Peut-on se dire quand même qu'à travers les questions liées aux nombreuses demandes des Camerounais, qu'est-ce qui explique certains recrutements où on trouve des noms appartenant à une région en abondance qu'à une autre région? Comment comprendre finalement la question évidente aujourd'hui des quotas attendus dans les recrutements au Cameroun? Posons des bonnes questions. Qui sont ceux-là qui très souvent inondent la toile avec des propos comme quoi mouton du Nord? Qui sont ceux-là qui sont impliqués dans des propos comme Sardina, Tontinard, etc. Qui sont ceux-là qui aujourd'hui tentent tant bien que mal de caricaturer des Camerounais et en leur envoyant des propos, on va dire, immondes? On en parle, propos haineux. Et Mbamba, vous disiez justement qu'il y a des origines voulues par le colon, voulues par le colonisateur, perpétuées par le gouvernement à la fois d'Aïdjo et de Paul Biya aujourd'hui. Absolument. Absolument. Il fallait entretenir le diviser pour mieux régner dans le tribalisme. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ça autrement. La première industrie installée au Cameroun en mars-avril 1885, c'était une savonnerie à Sombengue par les Allemands. Pourquoi? Parce que les Bamoun et les Bassa, d'une certaine manière, maîtrisaient la pratique du fer. Parce que c'est comme vous apprend à l'école, l'art de la pierre taillée, l'art de la pierre polie, c'est faux. En fait, les anthropologues auraient pu dire l'art de la maîtrise du fer par des Noirs. Mais pour montrer qu'ils sont supérieurs, l'ont donc fait comme ça. C'est pour ça que les peignes que vous voyez, vous n'avez pas connu. Quand nos mamans, nos jeunes filles, quand on draguait les filles aussi, on achetait les peignes qu'on mettait dans le feu, on mettait, voilà, ils défrisaient les cheveux. Voilà, c'était donc de côté de Sombengue. Dans la région de Ndom, c'était la maîtrise du fer. La région de Bangouren, dans le Luen, et à Matombe, il y avait des zones où on maîtrisait le fer. Il fallait donc diviser ça. Et quand les Camerounais s'organisent donc, c'est pour ça que vous verrez Katia Oussa à Sombengue. Et comment les Camerounais pouvaient aller dans la frontière à Kiosi alors qu'ils ne connaissaient pas la langue? Justement parce que vous allez vous rendre compte que même dans la guerre, le Douala Mangabel et tout le monde était intégré. Le matin pour Samba venant du sud. Parce que précisément dans ce qu'on appelle région Bamoun, région Ekan, région Bamleke, région Sanaga, région Nyong et Sanaga, les Camerounais dans leur histoire, ils savent qu'ils sont des peuples issus des migrations, ils doivent s'aider et ils se communiquent. Tu arrivais quelque part, tu ne savais pas communiquer et on t'intégrait. Quand ils ont donc constaté que les Français d'abord ont apporté une politique de division, ils ont commencé à s'organiser comme ça par la ville de Mbalmayo. Et ça a donc étendu. Peut-être, je ne sais pas, Bendeka ne sait peut-être pas que son grand-père était le plus grand mécanicien du Cameroun et il a formé beaucoup de mécaniciens du Cameroun et même le CETIC Charles Tangana, si on regarde bien, ça doit avoir la griffe du grand-père de Bendeka pour beaucoup de choses comme ça. Et comment rivaliser les commerçants grecs là? Parce que quand vous lisez l'œuvre de Mongo Betty Villequiel, en réalité, il vous montre comment les commerçants truquaient les balances. Quand il fallait peser les palmistes, le cacao, ainsi de suite. Donc, ils ont donc réussi comme ça. Et quand les Camerounais ont commencé donc à gagner du terrain, tout change à partir de 1965. Oui, 1965. Oui, parce que pendant longtemps, le premier plan quinquennal était encadré par le Fonds d'investissement pour le développement économique et social de l'Afrique d'outre-mer, des territoires d'outre-mer. Bon, et maintenant, il faudrait que le Camerounais commence à injecter, commence à parler du PIB, et ainsi de suite. Aïdjo décide donc de matérialiser vraiment le tribalisme. En faisant quoi concrètement? En répartissant maintenant comment je peux appeler ça, les pans de l'économie. Ceux du Grand Nord étaient exclusivement, avec l'exclusivité du sel, de la farine et du sucre. Oui. Alors qu'avant, les Camerounais se déployaient à tous les niveaux. On dit, les Bamileke, c'est l'import-export. L'import-export et tout. Comment font donc les gens comme les Fotso, qui sont déjà là, les Wafo Augustin et d'autres? Et en association, parce qu'avec les Moussa Yaya viennent plus tard,
Et on lui dit non, Koloko, toi tu restes là-bas. Alors que ce que vous appelez bureau de gestion du fret terrestre, c'est d'abord les Koloko et les Moussaïa et tout qui voulaient avoir, j'allais dire, une organisation normale qui fait ces corridors-là, N'Djamena et Bangui. Aïdjo commence à sectionner. Et maintenant, quand justement amener certains, parce que là, deux choses également arrivent. Les Français font disparaître l'école de Foulassi, l'école normale de Foulassi qui avait formé les premiers nationalistes et même le chant de ralliement qui est devenu l'hymne national. On fait disparaître parce qu'il faut préparer que l'administration camerounaise soit occupée par ceux qui sont formatés par l'église catholique romaine. Donc voilà comment ça a été et on a commencé à les diviser comme ça petit à petit. Et avec ce que Lamberton vient dire pour actionner cela, il dit le Cameroun entre à l'indépendance avec un caillou dans la chaussure, les Bamileke. Donc il fallait donc faire ça, mais tout en faisant croire que une bourgeoisie, comment je vais dire, une bourgeoisie étatique s'établit. On arrange à ce que Moussa Yaya et Koloko Levis ne puissent pas faire des problèmes avec Kid Guillaume, mais maintenant. Mais davantage, eux, ils doivent revenir dans le parti unifié qu'ils ont créé le 1er septembre 1966, à venir perpétuer le discours central. Très bien. Ça veut dire que c'est ça qui continue maintenant. Vous voyez par exemple qu'on veut lancer un grand dialogue. Même Pierre Flambongaya, qui est pourtant sénateur du littoral, on le met dans la délégation de l'Ouest. C'est incroyable. Siantou, Lucien Siantou, qui a fait tout, j'allais dire, tout son existence dans le centre, on l'envoie dans la délégation de l'Ouest. Et voilà comment on commence progressivement. D'accord. Donc c'est pour cette raison qu'il faut qu'on s'inspire des mouvements des Forces Victor, des Kid Guillaume, qui eux avaient le Cameroun en partage, et précisément parce que ils ont su que c'est les migrations qui ont formé ce peuple que nous avons. Mais malheureusement, comme il n'y a pas eu de débat entre l'entrée des royautés dans la République est venue dominer tout. Merci. Malheureusement, merci beaucoup Mbombo Bengan Kandji. Merci à vous, madame, messieurs, de rester présents devant votre petit écran. Merci de garder le bon tempo sur Equinox Télévision. Au-delà des images, nous vous rendons compte tous les jours et on en profite bien évidemment pour faire un clin d'œil à tous les Camerounais aujourd'hui, tout en les appelant, les invitant à s'exclure totalement, radicalement des propos haineux sur les réseaux sociaux qui ne sont pas de nature à créer une réelle sérénité au sein de notre pays et au sein bien sûr des populations. On va rapidement prendre les réactions de nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux avec vous, Isabelle Carozepet, pour mieux comprendre, y compris Dominique sur les réseaux sociaux, Dominique Audrey, et par SMS avec vous, Isabelle Carozepet. Que nous disent nos téléspectateurs ce matin? Bonjour l'équipe, moi je pense que dans un couple, à chaque fois où l'un ou l'autre peut créer et pratiquer pour réveiller leur amour, il n'y a pas un lieu pour le faire. Ça peut être à la cuisine, au champ, dans la voiture. L'homme ou la femme doit souvent déclencher l'action. Johnny Sotso depuis Yassa qui envoie le message. Autre réaction. Bonjour à tous sur le plateau, merci pour ce que vous faites. Pour moi, la femme doit consulter un sexologue parce qu'un sexe n'a jamais tué personne. Madame Salma qui envoie cette réaction. On dit, donc un petit poussin réussira toujours à avaler le grain de maïs, même s'il est gros comme ça. Il y a des fractures. Bonjour, cet homme est fidèle et boulimique sexuelle. Et ce dernier est résolu par la polygamie ou alors la femme pousse son mari à avoir des copines avec des conséquences que cela peut entraîner et fermer les yeux. La femme qui a un copain réduit la sexualité avec son mari. Tchatchoua depuis Yaoundé qui envoie le message. Franchement, nous les femmes aussi, les hommes, acceptez-nous ainsi parce que voir une fille de 26 ans se plaindre de ce truc qui arrange un ménage, c'est pas normal. C'est sûr qu'un pasteur s'en sert de ça aussi. Il faut laisser les pasteurs là où ils sont. C'est juste que c'est trop.
Bonjour et merci pour ce que vous faites. L'éducation que vous donnez à tous les Camerounais, je pense que la femme doit être soumise et disponible pour son mari à tout moment. Il faut surtout éviter d'introduire les pasteurs et autres dans les problèmes de couple, car ceux-là ne sont pas mieux placés que votre mari. Ils profiteront simplement pour manipuler votre couple. Pour le problème de cette femme, je pense qu'elle a un autre copain dehors qu'elle veut régulariser, qu'elle doit satisfaire aussi. C'est pour cette raison qu'elle veut régulariser avec son mari. Michel, on ne devrait pas dire ça. De fait, soit elle a les yeux hors de sa maison, soit il y a un pasteur qui fait le travail. Non, mais comment expliquer que la question principale, c'est comment à 26 ans, le téléspectateur Dominique est dans son avis. à 26 ans, comment expliquer qu'à 26 ans, une fille s'est dit que j'ai... Ça veut dire que D'accord. Permettez, Carole, je vous en prie. Dominique, justement, Ça de veut fait, comment vous comprenez ça? Non, Parce que ça ça, c'est veut- le téléspectateur qui le dit. Hein. Les gens ont du mal à comprendre les choses telles qu'elles sont. Ouais. Vraiment, ils mettent les organes. Elle n'a pas dit qu'elle ne veut pas le faire. C'est juste que c'est trop. Elle est humaine. Et tout le monde, les femmes savent que ça fait mal. Quand c'est trop, ça fait mal. Ça fait d'accord. mal quand c'est trop. Donc, demander à une femme de faire abstraction de sa douleur simplement parce qu'elle est mariée, non, c'est trop. Il faut apprendre à se mettre à la place des autres. Si cette femme se plaint, c'est simplement parce qu'elle ne peut plus supporter. La question du pasteur qui entrera ou bien qui n'entrerait pas vraiment, c'est trop facile. Donc, les Camerounais ont toujours tendance à trouver des responsables, des coupables à ce qui leur arrive. Mais vous êtes quand même un d'accord homme- avec moi, Dominique Audrey, que les pasteurs sont pour beaucoup dans les destructions des foyers, non? Pour ceux qui donnent la possibilité d'entrer. Je dis C'est elle-même toujours qui a aux dit gens, dans son histoire je que dis- je vais dans mes églises et je Elle va vais prier. ceci et tout. C'est elle qui Elle a va dit. prier. C'est pas nous. Elle va prier. Il y a des jours où elle doit aller à l'église, son mari lui saute dessus. Il y a des jours où elle doit aller vendre et elle arrive au marché. Et elle se fatiguée. plaint à 26 ans. Donc, Quand elle aura 55 ans, elle va Mais faire il comment? faut que son mari diminue le régime. C'est ce D'accord. qu'on est en train de dire. Donc, D'accord. lorsqu'on dit que... Oui. On nous a dit ici que oh, la femme, elle dérange tous les jours. Elle ne peut pas comprendre que l'homme est Mais fatigué. même ici, elle dérange. Mais c'est pareil. La femme aussi se fatigue. Merci beaucoup, cher Amel, rapidement. Hier, nous parlions de ce monsieur qui ne voulait pas associer sa femme. Les langages qu'on a tenus hier sur ce monsieur, le diablotin, hier, vous voyez comment aujourd'hui on retrouve Et la vous rendez gymnastique. l'appareil. C'est que On a elle fait est cachée. une gymnastique aujourd'hui. L'homme qui voulait cacher, c'est une preuve d'amour. Ça, c'est quoi une preuve de haine? Ce que le gars veut démontrer, c'est une preuve de haine. C'est une preuve d'amour. Que le gars dit, au lieu de que C'est je le sois bon dehors, amour. je dois être à l'intérieur. Mais disons-le très simplement, monsieur Michel, que les femmes véritablement comprennent l'importance du mariage. Une femme qui a des difficultés à lubrifier, une femme qui se retrouve à être frigide, soit cette femme est malade, soit au fond elle ne ressent plus rien pour lui, son amour est détourné ailleurs. Non. Voilà. On ne peut pas se plaindre d'un acte sexuel, moi je le dis encore. Et lorsqu'on décide de se marier, c'est par amour qu'on le fait. Et on sait pertinemment que comme on y va, vraiment c'est pour le faire et à cœur joie. Moi je vois pourquoi une femme va se plaindre de ce que voilà, c'est trop. C'est pour ça que je dis, soit on a affaire à un mariage forcé, où la Non, fille c'est n'a pas pas voulu. forcé. Elle a dit que pendant 5 ans, c'était bien. Elle allait là-bas. Mais c'était donc bien maintenant. Non, ça veut dire qu'il y a... Il vivait au nord et elle vivait dans la ville de Yaoundé. On vous entend parler Donc, justement, elle allait tous les ceux qui 2 sont mois. encore à l'extérieur ont peur, hein, on se dit non mais j'entre, je n'entre pas. On n'a pas à avoir peur, parce que lorsqu'on aime la personne qui est en face, on Ouais. n'a pas de retenue. Sauf quand peut-être il y a un climat de tension entre les deux partenaires, où il y a un problème sur la table, que ça peut créer vraiment des frustrations à certain niveau. Mais en dehors de ça, moi je crois que... Alors, les messages, je vous en prie. Les messages, Isabelle Carole et ensuite Dominique Audrey. Bonjour à vous, moi c'est Michel depuis Mondjo. Dans ce cas de couple, c'est mieux que les deux s'asseyent pour dialoguer, pour prendre une autre coépouse n'est pas la solution. Le mari peut prendre goût à la deuxième femme et la première femme se retrouve à la porte. Si la femme ne fait pas bien son devoir, que la deuxième le fait bien, ça peut aussi être un problème pour elle. Même la deuxième, elle va Non, mais se c'est faire elle qui a un problème. Il faut donc résoudre son problème. On résout ça comment? Il diminue. Il diminue quoi? Il passe de 5 les même à fréquences, 2. hein. Oui, le problème Bonjour. de la dame, c'est la fréquence. D'accord. Bonjour La le fréquence. plateau, je pense que Carole a raison, les hommes doivent penser à innover de temps en temps afin de maintenir le désir chez la femme. Ange depuis Yaoundé. Alors, Je crois qu'on y va à deux. sur la page Equinox TV, je vous en prie, On y va à Dominique deux. Audrey, on va lire bien sûr les Camerounais qui nous laissent également Ah. leur réaction là-bas sur les sujets évoqués ce matin. Mimi la classe nous dit: cette histoire est étonnante, vraiment.
j'ai deux grilles de lecture. Soit ce monsieur est sectaire, dont il appartient au secte où il a signé d'avoir des relations avec sa femme tous les jours, d'où les propos, il va tomber malade s'il ne le fait pas. Soit c'est un consommateur de Viagra patenté et il va assouvir ses besoins. Oui, Mimi a raison. Aucun des deux, cher ami. C'est plus le Viagra. Justement, un bon bantou, il sait que quand il s'engage dans le mariage, ça s'est commencé à se concrétiser à 18 ans. Il n'y a que ça à faire dans le mariage. Non. Est-ce qu'il n'y a que ça à faire dans le mariage? Parce que c'est le seul chantier. Laissez qu'il évolue dans son argumentaire. Je vous en prie. Allez-y, Mbombo. De 18 à 80 ans pour un bantou ne peut pas avoir une défaillance mécanique. Et justement, on connaissait que cet homme-là, à ce moment, madame qui vient d'arriver au foyer, surtout à 26 ans, ne doit plus avoir envie de chercher ailleurs. D'abord, elle est satisfaite au lit, elle fait ses enfants, qu'elle en allait. Mais celle-ci vient intégrer les prières chez le pasteur, un certain nombre de choses. Elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas venue pour le mariage. Mais si c'est un consommateur exceptionnel, patenté de Viagra... À ce moment, on lui apprend, elle, la femme, d'être disposée. Quand vous allez en mariage et vous intégrez, parce que tous ces dessins, je vous l'ai dit toujours, ça fait partie du deuxième principe. Oui. Quel est le paradigme de l'opération mentale qui conditionne la rationalité humaine? Elle n'y est pas, non. Justement, vous intégrez que je vais en mariage, je dois être heureuse, je dois chercher le bonheur et la nourriture que je donne à mon mari, les enfants que je vais trouver là-bas de cette famille. Merci. Mon mari doit s'occuper de ma mère et de mon père. Voilà, c'est ça Dominique, un peu qui fait que vous vous donnez. Ce n'est pas une machine à sexe, au contraire. Equinox TV, pour ceux qui nous regardent en live. Janet Michael nous dit, les hommes aussi aiment trop ça, toujours en train de vouloir être satisfaits, mais quand c'est une femme qui a un tel appétit sexuel, on traite cette femme de détraquée, vraiment. Non, Le mariage ne se résume pas à cela, au sexe. Un homme qui sexe trop comme cela doit sûrement être chômeur. Quand j'entends les Bantous parler de l'intimité dans le couple, je comprends pourquoi les Blancs nous ont facilement colonisés et se sont appropriés nos terres. Les gars passaient leur temps à sexer et à être avec leurs femmes au lieu de travailler pour multiplier les richesses. Voilà les conséquences de 40 ans de statu quo après les indépendances qui nous le dit, Dominique? Ça veut dire que qui nous le dit? Janet Michael. Janet Michael. C'est incroyable. Il insulte l'ethnie. Et il ne connaît pas l'histoire. Il ne connaît pas. C'est même un discours haineux. C'est un discours haineux et monsieur, permettez que je vous dise que vous êtes inculte. Je vous le dis. Vous ne connaissez même pas l'histoire. Et justement, vous réduisez le Bantou. Je vous ai dit tout à l'heure, allez au département archéologie de l'université de Yaoundé 1. Vous allez vous rendre compte que 1000 ans avant Jésus-Christ, vos ancêtres maîtrisaient le fer. Comment on pouvait vivre dans un environnement pareil, faire des rhinocéros, des lions et des panthères? Comment vous pouvez faire? Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas des choses, cher ami. Évoluons, Dominique, évoluons justement. Oui, voilà. Il y a Tama Eric qui revient avec une récrimination sur l'importation de poulet au Cameroun, que bientôt on va même nous importer de l'eau minérale. La seule manière mais l'eau minérale de l'eau, en fait, non, d'importer de l'eau potable, pas minérale. Mais l'eau, que ce soit potable ou minérale, c'est importé depuis au moins 30 ans. Ça ne surprend personne. On va peut-être pas citer les marques ici, mais tout le monde le sait. Voilà. La seule manière d'empêcher son mari de voir celle-là est de tourner elle-même. La seule manière pour elle d'empêcher son mari de voir ce genre de film est de le tourner elle-même. Exemple, scénario, balayer, voilà. Comme M. Mbachou a dit, balayer merci le beaucoup, sol. Merci Dominique Audrey, merci à vous Madame, Messieurs, merci 1000 plus une fois parce que vous êtes très nombreux à nous passer, on va dire, vos encouragements chaque jour, mais nous croyons que nous avons l'objectif de parfaire ce que nous faisons et nous vous prions de rester connectés parce que c'est important de parler du Cameroun. C'est important de revenir sur cette question concernant la Covid-19 et les nombreuses injonctions qui partent bien sûr de la présidente de la République pour le ministère de la Justice. Des noms circulent ces derniers temps sur la toile, des documents
ne font que circuler et ce matin encore nous posons des questions aux uns aux autres. Finalement, qui gère ce pays? Qui est censé adresser, on va dire, des correspondances au ministre de la Justice concernant des arrestations, concernant justement des audits à refaire? Ça fait vraiment grand bruit sur la toile, mais on en reparlera. Isabelle Carole, qu'est-ce que vous nous aviez réservé ce matin en ce qui concerne la revue des réseaux sociaux? Alors, revue des réseaux sociaux pour ce matin, on va bien évidemment parler donc de ces leaders de la grève donc des ouvriers au barrage de Natigal qui ont été donc mis aux arrêts. On se souvient que la grève c'était justement parce que ces derniers revendiquaient de meilleures conditions de travail et de meilleurs traitements de la part justement de la direction, chose qui n'a peut-être pas été le cas et qui a été à l'origine des multiples grèves qu'on a pu enregistrer de ce côté-là. Alors, il faut noter donc que ces derniers ont été mis aux arrêts depuis mardi, voilà, et ils ont été présentés devant le procureur qui les a renvoyés à la brigade de Nanga et Boko. Voilà pour ce qui de Nanga et Boko. Oui, Nanga et Boko. Oui, voilà, donc on peut les voir en image et voir les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Eux qui se plaignaient déjà de ces conditions ou encore de ces mauvaises conditions justement sur ce barrage et aujourd'hui mis aux arrêts parce qu'étant leader c'est ça le Cameroun d'aujourd'hui, cher Lamine Bachou. On est Camerounais, on bosse pour une entreprise camerounaise. Pour peu qu'on n'est pas d'accord pour le traitement, c'est bien sûr l'État lui-même qui choisit de vous arrêter et on prend les leaders que l'on remet bien sûr dans la prison. Cher Lamine Bachou, je vous relance là-dessus. Il y a quelque temps ainsi, vous nous restituez une colère sur la question de la gestion, on va dire, de ce barrage de Natigal-là. Comment vous comprenez qu'aujourd'hui, ce sont les leaders qui soient maintenus aujourd'hui en prison ou en cellule? Alors, il faut dire qu'il y a une enquête qui a eu à être menée juste après ces différentes dénonciations. Il y a des enquêtes qui ont été menées. On a pris la peine d'écouter les uns et les autres, on a pris la peine d'entendre, de faire entendre, d'établir des procès verbaux. Monsieur Michel Ngatiou, où les gens ont discuté ou ont plaisanté en disant voici les conditions dans lesquelles nous travaillons, voici les conditions, voici X, où des noms ont été cités. Je pense, Monsieur Michel Ngatiou, qu'il n'y a rien d'autre à faire que des intimidations. Nous sommes dans la vague, comme permettez-moi l'expression, des intimidations. On va les garder, on va faire, comme vous connaissez, des menaces, signer ici, les dissuader, signer ici et tout. C'est vous qui êtes les meneurs, vous empêchez que les chantiers chers au chef de l'État puissent vous participer des noms, quelles étaient les preuves et tout. Donc vous allez vous imaginer, donc c'est cela. On a frôlé d'un peu, rappelez-vous, à l'époque, c'était du côté des chantiers de Limbe, on a frôlé un peu lorsque l'ancien gouverneur était l'ancien gouverneur de la ville de Douala, je pense bien, a descendu sur le terrain. Non, il était préfet ici, gouverneur voilà, où il allait dire, messieurs, c'est les chantiers chers au chef de l'État, dans tous les cas, vous allez faire le travail, ici on ne grève pas. Maintenant, le chantier est où? Voilà, donc vous vous rendez compte que c'est des méthodes, et moi vous parlez tout à l'heure des méthodes répressives, c'est vers ça que nous tendons. Si ce sont eux qui ont poussé les grutiers, ce sont eux qui ont poussé les maçons, ce sont eux qui ont poussé les coffreurs à poser ce genre d'actes, essayons de les éloigner pour permettre à tous de pouvoir fonctionner et prions la peur. Parce que certainement, je peux vous rassurer que ces conditions n'avaient pas été respectées, les gens se préparaient encore à manifester, on a dit alors enlevons tout simplement les mineurs pour faire peur aux gens. Alors on a pris les mineurs. On est sûr justement que ceux qui vont y rester vont se remettre au travail. C'est quelle méthode ça? Comment vous l'appréciez, Mbongo? Oui, c'est la méthode de division à laquelle je vous faisais allusion tout à l'heure quand il fallait matérialiser le tribalisme au Cameroun 5 ans après les indépendances. C'est ça, on disait à l'époque, comme le terme approprié était UP6, vous êtes mes maquisards, vous ne suivez pas ces gens-là. Aujourd'hui, on dit, tels sont de telle ethnie, telles autres sont de telle... Est-ce que vous voulez les suivre? Est-ce que... Voilà, c'est les mêmes méthodes qui se passent. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, et Charles Lamel a bien fait de le relever. Nassir Paul Béa, il est venu, au lieu d'appeler les grévistes qui étaient à l'époque au complexe sportif qui porte le nom du chef de l'État d'Olembe, de leur dire non, chers compatriotes, attendez, le gouvernement est en train de voir dans quelle mesure on va apaiser le problème. Il dit, il est interdit de faire la grève ici. Et dans le même ordre d'idée, le premier président de la Cour suprême,
lors d'un de ses discours de rentrée judiciaire, avait interdit aux employés de faire la grève. Ouais. En s'inspirant du décret de 1993. Et moi, je lui ai rappelé, monsieur le président, premier président de la Cour suprême, donnez-nous plutôt, c'est vous qui êtes juriste, il n'existe pas de texte qui organise les syndicats dans notre pays. Donnez-nous donc la possibilité d'avoir ce texte-là. Donc, en fait, on amène le peuple camerounais à la paupérisation. On arrache vos droits et on vous piétine, on vous empêche même de réclamer vos droits. Alors pour ces enfants-là qui sont en celui-là gardés aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire au plus vite? Qu'on les libère. Qui va les libérer? Parce que le chef de l'État lui-même, depuis des mois... Hier encore, on disait ça ici, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, avait dénoncé les arrestations abusives. Que le ministre Laurent Isso demande à ses procureurs ou juges d'instruction de les libérer purement et simplement. Et qu'on négocie avec les patrons pour leur donner les échéances de paiement de ce qu'il doit à l'entreprise. Parce qu'en fait, Natigal, là dont vous entendez, l'État même a été défaillant. Parce que lorsque l'UQAM avait commencé à poser le problème de défaillance de l'énergie, parce que l'énergie produite à l'époque au Cameroun était divisée en deux, l'UQAM prenait pratiquement la moitié. Et l'UQAM était prêt à péchiner, à aider l'État du Cameroun pour faire Natigal. L'État a fait faillir, a refusé le projet. Rio Tinto Alcan est venu par la suite, je pense même qu'eux aussi ils ont abandonné. Donc, où est le Cameroun là-dedans? Où est-ce que le citoyen camerounais a fauté dedans? Nous sommes dans un pays où tout est à construire et on dit aux Camerounais qu'il n'y a rien à faire. Allez bien, je vais vous poser des questions évidentes. Qui sont ceux qui sont derrière le projet Nartigal? Quels sont les montants qui ont déjà été votés comme budget pour la construction de ce projet aujourd'hui? Comment peut-on comprendre que depuis son lancement, son initiative, le chef de l'État lui-même n'a pas atteint, on va dire, le résultat escompté en ce qui concerne la restitution de ce barrage de Nartigal aujourd'hui? Comment peut-on comprendre en réalité qu'il y ait des personnes tapées dans l'ombre qui s'engraissent littéralement et qui choisissent de menacer au quotidien ces travailleurs sur ce terrain, de faire venir d'ailleurs le ministre du Travail qui récemment était sur ce terrain pour tenter de négocier ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas donné. Alors Isabelle Carroz, vous croyez quand même qu'il faut faire quelque chose pour ces jeunes-là qui sont aujourd'hui incarcérés? Quand vous parlez du ministre du Travail, moi je me pose la question, où est-ce qu'il est donc passé quand on arrête ces jeunes, quand on arrête ces ouvriers qui sont là? Ce sont aussi, comme on dit très souvent, les enfants des gens. Oui, c'est pas parce qu'il n'est pas le père de tel ou l'oncle de tel ou l'enfant de tel qui doit être traité de la sorte. Vous ne pouvez pas être sur un chantier comme celui-là, où on parle quand même d'un travail qui se fait manuel, où le risque élevé vraiment de faire un accident est tellement élevé. Parce que vous êtes en contact avec des objets vraiment très dangereux et vraiment sur une zone aussi compliquée que celle-là. Mais parce que vous décriez, parce que vous dénoncez. Et c'est pour ça aujourd'hui Parce que vous demandez de meilleures conditions de travail. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent mourir à petit feu au lieu de se prononcer. Parce qu'elles savent donc déjà qu'à peine tu vas te prononcer, ok d'accord, tu seras gardé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté les autres et ce n'est que ces leaders? Parce que s'il faut enfermer des personnes, je crois qu'on doit enfermer tous ceux qui ont justement orchestré ce mouvement d'humeur, cette grève. Mais prendre simplement les leaders, ça veut dire que cette arrestation est à tête chercheuse. Et moi je crois que c'est même à ce moment où les autres doivent se lever, doivent se rebeller même contre ça, de ne pas admettre justement que le leader soit pris et que... Effectivement, sur la question, Dominique Audrey, est-ce que ce n'est pas l'occasion de se remobiliser davantage pour ceux qui demandent seulement les meilleures conditions de travail? Parce que si on arrête les leaders, mais on peut arrêter les leaders, mais l'idéologie ne change pas. Tant que ça ne change pas, rien ne se fera. Quand même, non? Il faut avoir des personnes courageuses derrière. Il faut avoir des personnes courageuses qui sont prêtes à mener le combat. Ce qui se passe aujourd'hui sur ce chantier et à Lima, c'est le coupé-collé du Cameroun. Des gens veulent revendiquer la fin de la crise au Nozo, un nouveau code électoral. Ces personnes sont arrêtées. Des personnes veulent simplement marcher pour dire vraiment on n'est pas d'accord avec le fait qu'on n'ait pas d'eau ou bien d'électricité à Yaoundé, on vous a déjà menacé. C'est pareil, identique. C'est la même chose. Donc, tout bonnement, lorsqu'on est menacé, beaucoup reviennent en arrière, beaucoup rebroussent chemin et abandonnent tout.
Donc, il faut avoir des personnes courageuses qui sont prêtes à se battre jusqu'au bout pour ceux en quoi ils croient. Aujourd'hui, ces travailleurs revendiquent ce qui leur revient de droit. On ne peut pas faire ce genre de travail si on n'a pas un certain nombre de commodités à nous allouer pour cela. Maintenant, certainement, on va les libérer. Ce qui pourra leur arriver de bien, c'est qu'ils vont perdre leurs différents emplois. Oui, mais... C'est sûr qu'on va les chasser et on va chasser d'autres personnes. Vous savez qu'il y a toujours des espions, il y a des Judas dans ce genre de choses qui vont prendre tout ce qui se dit en groupe, en collectif, pour sortir, aller vers l'administration, pour être bien vu et venir disloquer tout ce qui pouvait être... Alors, justement, ceux qui le font aujourd'hui, Dominique Audrey, parce qu'il faut le dire en Mondovision, ce sont des pontes du régime qui ont gagné les marchés et qui ont pris des sociétés écrans pour pouvoir livrer le marché, il veut dire le barrage Nartigal aujourd'hui. Oui. Alors, ils se rendent compte que ces enfants qui sont en train de gréver, ces travailleurs qui grèvent sur ce chantier, ne demandent que des bonnes conditions de travail. Pour eux, c'est un problème parce qu'ils ont tellement zigouillé les budgets, ils se sont repartis les budgets que c'est sinon que les miettes. Et demandent mieux que ça parce qu'on sait que l'argent a été voté pour ça. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire au chef de l'État qui nous regarde, vraiment, est-ce que vous êtes sûr d'avoir de bons collaborateurs autour de vous? Est-ce que vous pouvez ouvrir suffisamment les yeux sur le projet Nartigal aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez demander qu'on ouvre les yeux sur ces enfants qui demandent seulement avoir les bonnes conditions de travail? Est-ce que vous pouvez demander à ce qu'on donne, qu'on vous refasse justement la répartition du budget et qu'on vous dise pourquoi à nos jours, ce projet n'a toujours pas été mis en place? C'est incroyable quand même. Petit truc. Je connais quelqu'un qui travaille dans une entreprise, disons étrangère, qui s'est installée au Cameroun. Lorsque on a pris attache, cette entreprise a pris attache avec le ministère de tutelle, je veux dire le ministère qui est en relation avec cette entreprise-là. On a parlé de la question salariale, de combien est-ce qu'on devait donner aux différents employés, c'était essentiellement 200 000 et autres. Le ministre, votre ministre, dans votre pays, demande aux gens, aux propriétaires de l'entreprise que vous voulez leur donner l'argent comme ça pour qu'ils fassent quoi avec. Non, c'est trop. On ne peut pas leur donner autant d'argent. Coupez. Ils ne méritent pas autant. Et c'est incroyable. Et quand on coupe, à qui ça profite? Non, c'est incroyable. Puisque dans les papiers, on va dire qu'on leur donne 250 000, mais on va venir leur donner 120 000, 110 000. Et le reste, on parce le que leur justement donne. ce qui se passe, c'est que vous allez voir sur ces ouvriers, le salaire qui est mentionné dans la paperasse n'a rien à voir avec ce qu'on perçoivent à coup sûr. Parce que vous pouvez pas avoir la CONAT est où? On sait que la CONAT hier, était a été interpellée. A été une lettre ouverte. Au palais, comment dire ça, de face aux députés hier, pour qu'on essaie de revoir l'article 66 de la Constitution. La CONAT est où dans ces projets pareils? Je veux dire l'antique en même temps, pas l'antique, je veux dire la NIF est où dans ce type de projet? Qu'est-ce qu'il en est bien sûr du conseil, du contrôle supérieur de l'État dans ce type de projet? Alors voilà des endroits où il y a une corruption béante à ciel ouvert. On ne voit pas ces personnes intervenir et voir des enfants qui restent là en prison impunément parce qu'ils demandent seulement à avoir de bonnes conditions de vie. Mais c'est incroyable. Allez, on va certainement le dire ce matin, madame, monsieur, pour vous qui nous regardez, qu'à 8 mois du coup d'envoi de la 33e phase de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le complexe sportif de Lembe se trouve dans une situation critique aujourd'hui. Les médias, et c'était d'ailleurs fait l'écho il y a quelques mois, des indiscrétions annonçant la suspension des travaux pour défaut de paiement de factures. Information aussitôt démentie, souvenez-vous, par certains officiels, mais à l'issue d'une vitesse, bien sûr, de suivi et évaluation, j'arrive enfin, des travaux du complexe de Lembe. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, maître d'ouvrage de ce projet, avoue que le chantier connaît un ralentissement à cause des problèmes financiers. Donc, comment comprendre qu'encore aujourd'hui, Mbombo Bengan, qu'on demande à réinjecter encore et beaucoup d'argent dans ce projet du complexe de Lembe? Qu'est-ce qui se passe? Non, il se passe que le chef de l'État avait mal négocié le projet. Malheureusement, c'est lui qui l'a négocié. Il l'a confié à une entreprise qui n'avait pas l'expertise. La dite entreprise avait une banque qui était presque en banqueroute, qui a attendu 4 ans pour une recapitalisation
qui n'a pas atteint les objectifs. Et on nous avait promis qu'on allait transporter les préfabriqués. Ce n'est jamais arrivé. Donc, le chef de l'État a mal négocié ce marché. C'est tout. C'est tout. Il a mal négocié. Incroyable. Oui, c'est pas incroyable. On Oui, devrait, mais il a mal on négocié. devrait le encore marché. parler de Lembe aujourd'hui. Bon, Charles Lamine Bachou. On n'aurait Vraiment, pas dû. Avant que Charles Lamine ne prenne. Vous ne pouvez pas être un chef d'État. Vous dites qu'il y a un complexe sportif qui va porter votre nom. Vous prenez sur vous d'aller négocier. Petini est spécialisé dans la bétonnière. Il a même un showroom ici à Aqua. Et il a commencé à intégrer la construction, comment on appelle ça, les constructions là, on dit des préfabriqués. C'était ça le problème. Il n'a pas d'expertise. On vous a dit la construction du stade à Milan. Non, il faisait le préfabriqué venir compléter la construction. Bon, je ne sais pas comment un chef de l'État ne veut pas recapitaliser les entreprises ici. incroyable. Oui, il ne veut pas, mais il part aider un État européen à se remettre en selle. C'est pas compréhensible. Reprenons les propos de Narcisse Moleko et Charles Lamine Bachou. Effectivement, nous avons eu à noter ces derniers temps un ralentissement dans le rythme des travaux qui préalablement étaient beaucoup plus soutenus. Il y a des causes à cela. L'une des causes majeures étant des problèmes de mise en place de financement. Vous savez que le président de la République a signé en février dernier un important décret habilitant le ministre de l'économie à engager des actions pour apporter des solutions concrètes à ce financement. Donc c'est un problème d'argent aujourd'hui et on dit que les caisses de l'État sont vides. Monsieur Michel, vraiment, à revenir dessus, c'est chercher à nous donner le tournis. Parce que vous allez vous rendre compte que les grands projets structurants, les grands projets, les grandes réalisations sont toujours en train d'être réalisés jusqu'en 2021. Avec inscription chaque fois dans la loi des finances. Lorsque l'année finit, on inscrit. Lorsque ça finit, on inscrit. Pourquoi avoir pris ces chantiers qui étaient censés ou avoir accepté de se lancer dans ces chantiers pour vivre ce qu'on est en train de vivre? Combien de fois, je vous prends le cas du barrage de Mekine. On est à combien aujourd'hui pour les dépenses, un financement de combien de départ? On a combien d'argent? Regardez la route Douala-Yaoundé, l'autoroute Douala-Yaoundé qui est devenue Yaoundé-Douala. Finalement, vous ne comprenez pas à quel niveau on se retrouve. Regardez le complexe industriel-portuaire de Kribi, qui est aujourd'hui devenu port autonome de Kribi, où on a dépensé combien? Regarde, voilà comment on est habitué à vivre dans ce pays. On crée une affaire, on lance un projet. Dans le projet, on crée une succession d'affaires. Regardez la route Babadjou Bamenda, M. Michel Gadjou, Babadjou Bamenda, la route est à quel niveau? Pourtant, cette route, cette axe avait reçu les financements de la Banque africaine de développement. Donc, vous vous rendez compte que même ces bailleurs de fonds à la fin, soit ils jouent le jeu, Voilà. soit ils jouent le jeu, soit ils jouent le jeu, soit véritablement, je ne sais pas, on les a inoptisés. Monsieur Non, Michel, ils on les a jouent inoptisés. le jeu. Et quand vous dites jouer le jeu, sincèrement, parce que là, quand vous allez plus loin, vous l'affirmez, vous ne comprenez pas comment vous avez un pays où la corruption est à ciel ouvert. Vous avez un pays où les gens gèrent les fonds du pays comme ils veulent et quand ils veulent. Et quand on demande des comptes, on ne les donne pas. Ils viennent tendre la main encore aux bailleurs de fonds. Les mêmes bailleurs de fonds ne font que vous donner de l'argent sans vous demander quel est le bilan de ce que vous avez fait pour le précédent projet pour lequel il y a de l'argent. Le bailleur de fonds qui donne doit être associé à ce projet en qualité de suivi pour faire le suivi. Oui, je vous ai donné tant. La première phase, nous sommes à quel niveau? J'ai donné tant. La deuxième phase, nous sommes à quel niveau? La troisième phase, on voit l'évolution. Mais le drame, c'est que ces bailleurs de fonds ne font que décaisser, ne font que donner. Vous avez des gens qui gèrent, M. Michel Gadjou, comme ils pensent. Et n'oubliez pas, ce qui est en train de tuer ce pays, c'est cette affaire d'unicité des caisses. L'unicité des caisses, où lorsqu'on perçoit l'argent, on verse dans une même caisse, suivant les priorités. C'est 2 ou 5 personnes qui ont la priorité, qui définissent la priorité des organes de dépenses. Monsieur Michel Gadjou, on a versé de l'argent, c'est arrivé, on vous dit non, il y a telle situation qui est arrivée, monsieur, action prioritaire, on investit de ce côté, on néglige tous les autres. Vous allez vous rendre compte que ce que vous appelez aujourd'hui le stade Olembe, c'était un complexe qui devait avoir un ensemble d'éléments. Mais on nous a fait comprendre sur un plateau de télévision que l'hôtel 5 étoiles est en bas. Enfin, c'est encore sous-sol. Même s'il faut parler de ces bailleurs de fonds, on devrait quand même nous-mêmes se poser de bonnes questions. Comment dans un pays, on donne même des fonds pour le Covid-19 ? On parle d'une deuxième vague avec des chiffres vraiment qui vraiment font couler des larmes.
Et même pour ça encore, on commence déjà à demander qu'on ouvre une enquête dessus. Non, mais soyons Isabelle sérieux. Parole, vous connaissez la signification du mot méchant? Soyons Si sérieux. le mot méchant existe, ça veut dire qu'il y a des méchants. Et si nous avons la malchance d'être dirigés par les méchants, Oui, mais seulement on doit quand même être... Si on n'est pas sensible à tout, au moins face à la maladie, on est sensible. un méchant n'est pas sensible. Lui n'est Un pas méchant, sensible. c'est plutôt se nourrit de votre Et vous croyez que ce sont les pauvreté. bailleurs de fonds qui viendront encore demander où est passé l'argent quand vous On les met, le coronavirus? on les met dans la sauce. C'est pas ce que vous dites souvent. Alors, on les met dans la sauce. Et parlons bien sûr... Quand tu viens, on vous donne la cola de Lyon. Après, bon, vous dites que oui, le Cameroun est au niveau de 49% de pourcentage de sa dette. Il n'a pas encore atteint 70% comme l'existe. Mais bon, Elle est soutenable. elle est soutenable. La dette est soutenable. Voilà, voilà l'expression diplomatique. On en rit, mais ce n'est pas risible en réalité. Et à la question évoquée par Isabelle Carros sur ce plateau ce matin, on est quand même en train de se demander finalement, concernant la Covid-19, qui a fait quoi pendant toute cette période? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, on va dire, le feu aux fesses du Cameroun mis en place par le Fonds monétaire international qui demande au Cameroun de lui rendre compte de tous les premiers fonds mis à disposition avant de se permettre d'en avoir un troisième dans la mesure du possible. Alors on voit quand même ces jours plein de documents signés du SGPR qui écument les réseaux sociaux au final. Alors on se dit, le SGPR parle beaucoup, le Premier ministre ne parle presque pas, parce qu'en lui, c'est lui qui était le président du comité de pilotage de la crise sanitaire. Alors, le chef de l'État lui-même ne dit presque rien. Qu'est-ce qu'on peut analyser au final dans ces nombreuses correspondances qui écument la toile? Monsieur Michel Ngachou, l'ensemble des ministères ont reçu des fonds Covid. Oui, Tous les ministères ont reçu des fonds Covid avec des sommes connues. Les sommes sont connues par ministère. Il est question maintenant qu'on définisse. On va au ministère de la Santé. Vous avez géré combien? Nous avons géré 46 milliards, environ 46 milliards. Comment vous avez géré ces 46 milliards? Donnez-nous dans les détails les 46 milliards. Ça va ressortir l'affaire d'Onobiono. Ça va ressortir l'affaire de X. Ça va ressortir l'affaire de X, de lotation de matériel. Vous avez défini cela bien, c'est bon. On va au ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales, vous avez reçu telle somme d'argent. Peut-être c'est 1,8 million, peut-être c'est 2 millions. Vous avez fait quoi de cet argent par rapport au fonds Covid? On a acheté les seaux, on a acheté les savons, on a acheté ceci en termes de traçabilité. On va au ministère des Finances. Le ministère des Finances, vous avez reçu 400 millions. Qu'est-ce que vous avez fait, vous du ministère des Finances, pour gérer? On regarde, on va au ministère de la Jeunesse. Vous avez reçu 750 millions. Le ministère de la Jeunesse. Mais c'est ça, monsieur. On cherche les acteurs. Il faudrait maintenant que tout cela soit fait. Les équipements que vous avez perçus, les kits pour le personnel médical, les hôpitaux de campagne qui ont été démantelés, ça a été installé où? Tout ça doit être connu, monsieur Michel Ngachou. Voilà. Vous avez reçu le don de la Chine, Jacques m'a envoyé. Vous avez reçu le don de la Chine peut-être 1 ou 2, 3 fois. Vous avez reçu tout ça. Le riz d'Oka, l'affaire du riz d'Oka jusqu'à présent. Et c'est là que vous vous rendez compte justement que en ce moment, pour ceux qui ont des oreilles vers Yaoundé, je vous assure, ils ne dorment plus parce que beaucoup avaient pris ces fonds pour gérer à autre chose. C'est le moment maintenant de rendre gorge. C'est très simple de rendre gorge, mais que cela ne s'arrête pas seulement au fonds Covid, que cela s'arrête à tous les différents projets structurants où les gens ont détourné. Les 3 000 milliards de la canne jusqu'à aujourd'hui, vraiment, qu'on laisse d'abord la fête de... Vous voulez réveiller les morts, là? Non, on réveille les morts comment? Parce qu'on aurait dû, Chalamé, je vous accompagne, on peut sursoir, comme le mot sursoir est le mot qui passe maintenant, que l'on demande au chef de l'État de sursoir le projet Covid, quand on revient sur la gestion de la canne, les fonds de la canne, la gestion des stades, plus de 3 000 milliards, c'est là que les Camerounais attendent en même temps qu'au dia. Il faut qu'ils réagissent là-bas. Parce que l'affaire Covid, vraiment, on sait que le Cameroun a besoin d'argent. Ça risque de nous donner des ennuis avec la FIFA. Encore que la FECAFOOT est branquée. Donc, on préfère laisser 3 000 milliards et aller discuter sur 180 milliards. Tout à fait. Parce que justement, sur le plan politique et diplomatique, vous avez entendu avec les Hero Bonds qu'on a là, nous avons une banque qui nous aide dans le lobbying, Rothschild. Donc Rothschild pourra négocier en train de le faire pour dire que les quelques milliards que le Fonds monétaire international veut nous donner, va encore donner, et que les eurobonds qu'on est en train de vouloir glaner par-ci soient reversés. Donc ça ne peut être fait que si le OK du FMI
sera accordé. Donc, on va donc faire de manière diplomatique et sur le plan avec, bon, l'Amido de Garoua est parti, Malaouda Malachi va faire comment avec ces trucs. Bon, on va aménager diplomatiquement un rapport et les gars du FMI et on va couper quelques têtes. Voilà, on va choisir deux, trois pelés. On dit bon, voilà. Voilà les voleurs de Fongomé. Non, on va justement demander au cabinet de rester vigilant parce qu'en fait, nous savons tous, on a encore tous les documents. C'est pour vous qui aimez votre pays. Non, pour nous, les méchants qui gérons le pays, nous n'avons pas la même vision. On sait exactement comment ça s'est passé. Enfin, quand il savoir, c'est-à-dire qu'on a des informations, on a des articles de presse. Jusqu'à présent, on a vu X, Y sur le terrain. On sait comment ça s'est passé. Vous parlez seulement du riz Orca. Voilà, Nestlé a donné beaucoup de lait. Ça, on n'en parle pas. Le lait de Nestlé, on n'en parle pas. J'étais beaucoup. Voilà, peut-être que ça a terminé sur les tables. Les messages d'Isabelle Carole. Bonjour à vous sur le plateau. Ces ministres ne sont pas méchants. Il n'y a pas un mot pour les qualifier. Comment les gens peuvent manger l'argent du sang de leurs compatriotes. Il n'y a pas de test Covid dans les hôpitaux. Pourtant, ils ont débloqué de l'argent. On souffre, chers amis. Autre message, celle-là qui couche avec son épouse, qui depuis toute la journée ne parvient plus à satisfaire son mari, avant tout l'époux était au courant. Bon, passer à autre chose rapidement. On va passer parce que là, le degré de libido n'est pas pareil chez les individus. Il y en a qui peuvent, à longueur de journée, s'offrir à leur conjoint. D'autres frisent la frigidité. Il faut bien l'identifier avant de s'engager au mariage. Toby de Bankomo depuis Yaoundé. Et surtout, quand on le découpe à le mariage, on négocie. Ça fait partie de l'intimité des deux. Elle n'est pas frigide. Non, l'intimité des deux, ça se négocie. C'est pas que le message dit il faut le faire avant. Non, voilà, c'est que par exemple, il peut dire à son mari, chéri, accompagne-moi à la cuisine. Donc, il cause et tout ça. Bon, il va dire, bon, aujourd'hui, laisse-nous, donc on va perdre. Mais bon, il y a de nous, on connaît ces choses-là. Les femmes aujourd'hui pensent que c'est le message. Bonjour l'équipe d'Equinox. Si mon mari ne s'intéresse plus à moi, je vais sortir avec un autre homme. Pourquoi c'est seulement la femme qui doit stimuler l'homme? L'homme peut aussi stimuler la femme sans tarder et justement faire plaisir aux deux conjoints. Attention, oui, mais ça dépend des activités. La femme ne vient rien, elle fait les prières, elle fait des tiers à la maison. Donc, l'homme, on n'a pas décliné. Donc, ça veut dire que l'homme, si c'est un maçon qui rentre dans des trucs, il doit trouver la maison. Dominique, lisez-nous bien sûr les messages de Gaël Temgue dit en même temps aussi, n'exagérons pas. Le sexe n'est pas de la nourriture. Ce monsieur n'a rien à faire dans sa vie. Un homme qui a des projets ne peut pas passer son temps à regarder des films érotiques et à chercher du plaisir. Marlène Mwemba, la femme n'est pas une machine sexuelle. Il faut comprendre l'homme et la femme également. Voilà. Le lit du pauvre Fégon. Tex Wheeler, il faut plutôt condamner l'addiction de cet homme et non la femme, car cette dernière n'est pas contre des rapports avec son mari, mais c'est l'addiction de ce dernier qui le rend accro et par conséquent c'est difficile. Oui. Le reste, non, on peut plus. Il n'y en a plus. Tout excès nuit en couple, on doit se satisfaire, c'est vrai, mais pas à chaque nuit. Je pense également que le monsieur ne s'y prend pas bien selon le désir de sa femme, raison pour laquelle elle n'y trouve plus aucun plaisir. Bon début de week-end. Oui, c'est ça. Quand tu ne te prends pas bien, forcément, l'autre en face se sentira délaissé. Parce que justement, Michel Ngatou, il y a des hommes qui ne pensent qu'à eux, qui sont égoïstes jusqu'au lit. C'est-à-dire que vraiment, il ne veut pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Après, si de son côté, tout est autant. Toi, elle n'a pas dit ça. Oui, parce qu'on comprend, il y a des choses qui se lisent entre les lignes. Ça, c'est un couple artificiel. Vous avez ça me rappelle le couple tout à l'heure que j'ai entendu là en Occident. Et un gars vous disait l'amour. Maintenant, quand Covid les a contraints à rester à la maison, à rester sédentaires, ils se sont commencé à se briser. La femme dit elle-même que pendant 5 ans, tout le temps que j'allais au nord, c'était tellement bien que tellement... Tout le monde sait que c'est toujours bien. Quand vous êtes encore dehors, le week-end où vous venez, c'est rose. Non, elle ne savait pas depuis 5 ans que son mari était... Non, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Ça veut dire quoi, Chalamel? Ça, c'est tromperie sur la marchandise. Ça veut dire quoi, Chalamel? Vous avez compris? Non, je n'ai pas compris. Mourir avec des regrets, c'est quoi? Donc, il faut vivre à fond.
Allez, merci Vous à êtes vous. étonnant, Merci. Merci infiniment. Mais vous influencez Merci, parfois. merci à vous, merci à tous, merci à vous, madame, monsieur. C'est On va bon. certainement sortir cette émission ce matin en invitant encore. Michel, Oui. peut-être dire aux téléspectateurs qu'après notre colère du début de la semaine, on a eu le Mindevel qui a demandé que la police municipale change d'apparat, qu'on ne les confonde tenue. plus à la police nationale et la couleur des chasubles et également pour qu'ils soient, qu'on les démarque. Ouais. Oui, c'est une bonne D'accord, chose. c'est le Et Mindevel. la réaction a été prompte. Je crois que c'est à encourager. Voilà. Michel a dit que le président nous suivait. Je voudrais également dire aux Camerounais qui nous regardent ce matin, faisons très attention, chers parents, veillons sur nos enfants parce qu'il y a un mauvais phénomène là dehors baptisé les porte-monnaies magiques. S'il vous plaît, parents, ouvrons les yeux sur nos enfants, ne les laissons pas, soyons plus que jamais proches d'eux. Et si vraiment le gouvernement camerounais nous entend, aidons-les.